Salut tout le monde, c'est Maxime. Tu écoutes le podcast Interséance où nous débattons ensemble d'un film qui a marqué l'actu du mois. Cette émission est créée par l'association Pratea, une association qui écrit, réalise et parle de cinéma. Si vous voulez suivre ce podcast ainsi que tous nos autres projets, suivez-nous sur Instagram, @Pratea. N'oubliez pas que le podcast est disponible sur toutes les autres plateformes, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Radio Public et Podcast Addict. Merci et bon épisode à tous. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Interséance, un podcast où on débat, réfléchit et partage sur un film qui a marqué le mois. Aujourd'hui sera un épisode un peu spécial puisque nous ne serons que deux à commenter le film du mois, ou devrais-je dire l'un des films du mois. Et le regagnant de cet épisode, celui qui aura l'honneur de m'accompagner tout au long de ce podcast, n'est autre que Maxime. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Oh putain, ça va et toi ? Non. Oh, putain, tu fais mieux Nina que moi, hein ? Je fais mieux Nina que toi ? Ouais. Parce que Nina nous manque, mais il faut reproduire un petit peu les... Mais où est Nina thématiques. d'ailleurs ? Mais où est Nina ? Nina ? Olivier ? Tanguy ? Et non, nous ne sommes que deux. Et ce qui nous permet finalement d'être en caleçon chez toi. Incroyable ça quand même, cette position est merveilleuse. Je tiens à préciser que en temps normal on enregistre à Nanterre, université, on les remercie. Cette fois-ci on est chez moi, en calcif total, dans mon petit appartement 17 mètres carrés à Paris dans le 18. Et nickel, dans la rue. Dans la rue, la fenêtre ouverte. Là vous ne savez pas mais il y a un public autour de nous, de gens qui nous regardent avec des flingues. Et... Écoute, puisque tu me demandes, ça va ? Merci. Ça va et toi ? Merci, ça va. Je te demandais, j'ai dit ça va et toi ? Non. Ah oui, mais c'était en imitant Nina. C'était pas en imitant Nina, c'était juste un réflexe. Bah écoute, ça va qu'à moitié, puisqu'on va parler d'un film un peu particulier. Mais bref, la suite. Vous connaissez désormais la recette de ce podcast. Nous commencerons par débattre autour du film pour ensuite enchaîner sur une question plus globale autour de l'œuvre, son auteur et du cinéma. Pour enfin conclure sur les recommandations de chacun. Et ce mois-ci, nous sommes gâtés puisque Christopher Nolan nous sort un nouveau film qui nous raconte l'histoire de J. Robert Oppenheimer, surnommé le père de la bombe atomique. On découvrira les doutes que ce personnage historique rencontrera, la genèse du projet Manhattan, mais aussi les complots, si je puis dire, qui ont gravité autour de cet homme à la vie pour le moins tumultueuse. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'enfiler vos meilleures lunettes de sécurité et direction le désert de Los Alamos. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Dans cette introduction destinée au réalisateur du film en question, je vais vous parler d'un metteur en scène peu en vue nommé Christopher Nolan. Il a entre autres réalisé les injustement méconnus The Dark Knight, Inception, Memento, Interstellar et d'autres films qui sont malheureusement passés à la trappe. Je connais pas. Hein, tu connais pas ? Non, je connais pas. Ok, normalement t'es pas censé m'interrompre parce que c'est le moment sur le réalisateur, mais Oui, c'est pas grave. C'est très rigolo. Un réalisateur souvent adulé et détesté pour les mêmes raisons, comme les récits non linéaires, des histoires et des concepts complexes, ainsi qu'à fond et une mise en scène supposément froid. Il n'en fait cependant aucun doute, Christopher Nolan est l'un des réalisateurs les plus influents de sa génération, et peut-être même un peu plus que ça. Messieurs, dames, place à la critique. Eh bien nous revoilà dès à présent pour parler du film du coup Oppenheimer, un film qu'on a vu tous les deux à Bercy le jour de sa sortie et qui était, ça fait combien de temps qu'on l'a vu ? Ça fait une semaine. Une semaine, voilà. On a eu le temps de le digérer parce que c'est quand même un gros bébé de 3 heures. Oui, à peine. Et très consistant. Oh, Très consistant. Arrête. Et ouais, on en sort encore et... On n'est plus trop habitué à voir un film comme ça, je dirais. Mais on en Des films de 3 ans, on en a vu cette année quand même. On en a vu Entre beaucoup. Boys of Red, Babylon... on en voit énormément. Même, Boys of Red était pour moi le plus long. le moins sympathique. Je comprends, je pense que c'était envie, mais tu regardes même The Fabelmans, c'était 2h30. 2h30 ou un truc du genre. Avatar, c'était 2h40.
Les plupart des films dont on a parlé dans cette émission. 3 heures Avatar. C'est 3 heures. Avatar, c'est 3 heures. C'est Il est sorti en 2022, mais on en a parlé en janvier. Et on voit quand même que dans le milieu blockbuster, il est de plus en plus admis et laissé aller qu'il y a des films de 3 heures qui vont sortir, qui vont être des mastodontes. Carrément. Penser que j'ai pas d'études statistiques pour vraiment justifier ça, mais je pense qu'après la fin de Covid, il y a eu peut-être une certaine envie de la part des studios de créer des énormes projets cinéma qui sortiront au cinéma pour justement avoir un justificatif par rapport à la série, par rapport aux plateformes, et avoir un énorme truc à aller voir au cinéma. Mais c'est vrai, et justifier le prix. Mais tu regardes une série Disney+, ou une série Netflix, les trucs de 6 épisodes, c'est un peu plus de 3 heures, hein. C'est genre vraiment, et donc là t'as Christopher Nolan qui sort une sorte de série, bon, pas Disney+, mais au cinéma. Non mais oui, c'est vrai. Et puis la question se pose encore plus. T'as Martin Scorsese là dans 3 mois qui nous sort un film de 3h30. 3h30 avec Killer of the Flower Moon. Là, c'est le mec s'annonce. On a rien à foutre. Il s'en branle. Pour le coup, mais je suis sûr qu'en plus Apple TV, parce que c'est Apple Studio qui produisait le truc. Ils ont dû proposer une série à la base. C'est obligé. Mais non, on aura la chance de la voir au cinéma. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle d'actualité, comment ne pas parler du phénomène Barbenheimer, c'est comme ça que les jeunes l'appellent sur les réseaux. Les jeunes. Un phénomène qui a vraiment profité aux 2 maisons de distribution, enfin de production et distribution que sont Universal et Warner, qui ont parfaitement surfé sur la vague et qui, on doit le dire, font des scores vraiment bien plus que raisonnables, surtout pour Barbie, il me semble, qui elle vraiment explose tout. Il y avait encore des séances hier complètes. Complètement. L'engouement autour du film est énorme. 3e meilleur démarrage de l'année en France. Ouais, derrière Mario Bros. Et puis en France, t'avais Astérix et Obélix qui étaient en première place. Ah ouais, ils ont quand même fait la première place, d'accord. Oui, mais ils vont faire vis-à-vis du démarrage, c'est vrai. Oui, c'est vrai, vis-à-vis du démarrage. Vis-à-vis des avant-premières. Aussi. Et aussi Oppenheimer qui a fait aussi un très bon début, l'un des meilleurs démarrages pour Nolan. Il me semble avoir vu ça. Peut-être une connerie d'ailleurs. Non, c'est un des meilleurs démarrages. Et surtout, ce qui est vraiment notable, c'est que c'est un super démarrage pour un film de 3 heures. Que des gens qui parlent. Que des gens qui parlent, politique, puis PGR, sans action. D'ailleurs, étant moi, j'aimais le lapsus, j'aime beaucoup le travail de Nolan, et en fait je m'étais pas du tout spoilé, je savais pas du tout quel était l'angle, sous quel angle ça allait être traité, quel allait être le point de vue. J'ai pas vu de bande-annonce et il s'avérait que c'était bien un film de 3 heures où c'est des gens qui parlent autour d'une table. C'est bel et bien ça. Et ça se vend super bien, et le phénomène Barbenheimer justement arrive à rehausser ces 2 films. Ça permet à des gens qui étaient le public cible de Barbie d'aller créer une curiosité et puis d'aller se déplacer vers Oppenheimer, et à l'inversement justement le public cible Oppenheimer va justement aller checker Barbie un peu pour le fun. C'est vraiment ce même que vous avez sûrement tous vu, c'est One Ticket for Barbie please. Où vraiment où tu vois tout le monde dit qu'on va aller voir les 2 films dans la même journée, et ça a été le cas. Beaucoup de gens ont fait ça. Pour beaucoup, mais le concept a super bien fonctionné. Le concept était trop. Le petit clin d'œil quand tu vois le mec qui était avec toi à la séance d'avant sur Oppenheimer puis qui te suit sur Barbie, tu vois. C'était trop marrant. Ça crée des amitiés. C'est marrant quand même, parce qu'à la base, t'avais quand même Christopher Nolan qui était chez Warner, avec qui il a travaillé pendant... il a fait tous les Dark Knight, il a fait la grande majorité de sa carrière. Oui, c'est vrai que c'est le premier film de Nolan. Enfin, là, il est passé chez Universal, effectivement. Tenet, c'était encore... Tenet, je crois que c'était encore Warner Bros. Ouais, bah voilà. Et d'ailleurs, Warner rediffuse tous ces films-là pour les sorties de Warner, ça, c'est drôle. Oui. Et il s'est barré parce que... Je sais pas les raisons précises, il s'est barré parce qu'il était... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une question je crois que d'exigence de budget vis-à-vis du marketing, peut-être, je ne sais plus. C'est après le Covid aussi, je crois qu'il y a eu un conflit par rapport au traitement du contenu, que mettre des films sur les plateformes et de plus les diffuser au cinéma. Faut savoir que Christopher Nolan est un pro cinéma. Oui, peut-être que ça fait sens avec ça, effectivement, ouais. Ouais, et puis il y a eu plusieurs conflits qu'on en reparlera tout à l'heure qu'il a eu par rapport à ça, que vraiment lui, ce qu'il veut, Christopher Nolan, c'est une expérience cinéma, c'est ça qu'il promeut, c'est ça qu'il parle, c'est pour ça qu'il tourne en argentique, c'est pour ça que c'est son bail. Mais il serait tellement fier de moi quand il m'aurait vu regarder son film sur mon iPod. Sûrement. Mais du coup, il y a eu un peu ce conflit de base qui a fait que Christopher Nolan est donc parti, s'est barré et à rupture de contrat avec Warner et allé chez Universal, Warner, Disney. Donc il est parti, ça. C'est pas genre une fan contrat, tu fais 5 films chez nous, mais non, c'était à l'époque ça, on fait plus ça. Je sais pas vraiment je suis nul en production, distribution. Oui, surtout pas. Moi j'aime bien regarder les films, c'est tout. J'aime bien regarder. Je regarde des films, j'en fais. Moi aussi, mais ah bon? Ouais, je te jure. Tu fais des films toi aussi? Des films. Putain, mais serre-moi la main. Mais toi aussi, serre-moi la main. On se serre la main actuellement. Putain, on devrait faire des films ensemble. On devrait faire des films ensemble, toi et moi, Axel. Ouais. On fait ça? Ouais. Là, il faudrait mettre une musique un petit peu d'adieu avec une petite guitare. On a du coup Christopher Nolan qui s'est barré qui s'est allé chez Universal. Donc,
à partir de là, Universal et Warner, donc cet été, avaient prévu de sortir chacun de leur tour Oppenheimer et Barbie. Et on sait pas trop comment ils se sont démerdés, mais il se trouve que les deux films sont sortis à la même date et ne pouvaient sortir qu'à la même date. Et que plus les mois passaient, aucun des deux studios ne voulait lâcher ce mercredi-là, le mercredi 19 juillet, pour essayer justement de... en fait, en temps normal, les studios s'accordent pour faire des énormes sorties comme ça. Parce qu'ils savent très bien que s'ils sortent deux films en même temps, ça va coûter l'un ou à l'autre. L'un des deux va avoir plus de vision que l'autre, va amener plus de monde au cinéma. C'est assez rare que des gens aillent 2 fois au cinéma par semaine pour la grande majorité. La plupart vont 1 fois par semaine. Ils y vont pour un événement. Et là, il y a 2 événements en même temps, 2 gros événements très attendus. Et ils savent du coup que c'est très probable qu'ils, s'ils le sortent le même jour, ça dépérisse pour les deux films, que les deux films fassent Et là, je entrée. crois que ça fait l'effet inverse. Et là, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. C'est que, de par le fait que les deux films sont radicalement opposés en vraiment. tout terme, en tous les termes, vraiment, et ben ça a créé une espèce, c'est ça de vague culturelle créée par le public principalement, créée par les fans, créée par justement cette espèce de bataille d'internet qui a dû commencer sur Twitter avec un connard qui a dû faire c'est marrant, c'est pas les mêmes films, ils vont sortir le même jour, et puis ça s'est enchaîné, et puis c'est parti en couille. C'est parti en couille l'événement. Enfin, sur les réseaux, tu voyais les mèmes, les t-shirts, les pancartes. Ils ont évidemment énormément misé là-dessus. Mais ils ont vu comment ça démarrait et puis ils ont dit mais go, let's go. Mais bien on surfe là-dessus quoi. Et ça marche super bien avec des affiches même des deux films qui sont mixés. Où t'as Cillian Murphy et t'as Margot Robbie juste à côté. Incroyable. La même affiche. Mais tu vois ça a émulsé tout le monde parce qu'on s'est mis. Je me demande s'il y a déjà eu un événement du genre d'ailleurs précédemment là depuis les années 2000. Je me rappelle. Un événement de la sorte, 2 gros films qui sortent comme ça et qui profitent l'un pour l'autre. Je vais en reparler parce que ça a déjà arrivé plusieurs fois à Nolan ce truc-là, mais jamais à un stade aussi avancé que Barbie et Oppenheimer. Mais il y a un film à qui ça a coûté très cher, c'est quand même Mission Impossible, il me semble, qui est sorti 1 semaine avant et qui du coup il bide. Ouais, je ne savais pas. Je l'ai pas encore vu, mais ok. C'est un des moins bons démarrages de Mission Impossible d'ailleurs, je crois. À ce moment-là ? Ouais. En démarrage, alors qu'il est sorti tout seul le 12 juillet D'accord. Ok, je m'y attendais pas, mais de toute façon, il faut que j'aille le voir. C'est vrai que cet été-là, l'été qu'on vit, là, il y a des énormes sorties. Hein. Moi, par rapport à l'année dernière, ouais. Par rapport à l'année dernière, dans le cinéma où je suis, là, t'es quand même au moment où on a Indiana Jones 5, Mission Impossible, c'est phénoménal. Deadly Cooning, Barbie, Oppenheimer. On a encore Spider-Man qui est là. On a Élémentaire pour les gosses. Enfin, là, on a une progra. Elle est démente, hein. Enfin, et comparé à ce qui s'est passé là, on peut vraiment affirmer très largement le cinéma a repris, le cinéma n'est pas mort par rapport à ce qu'on aurait pu dire par rapport au Covid il y a 1 an ou 2. Enfin voilà, le pas. Si c'est pas rassurant, ça. Le pas est fait, quoi. C'est beau. Et c'est ça justement qui a permis aux deux films vraiment de dépasser vraiment toutes les attentes. C'est que contrairement à d'habitude où les deux films vont sombrer parce qu'ils vont s'affronter, là justement les deux films se complètent et les deux films vont justement permettre de grandir et de se renvoyer la balle. Et on a vu ça, t'as vu les photos de Greta Gerwig et Margot Robbie qui vont voir le film Oppenheimer ensemble, sans avoir Mission Impossible ensemble. Ouais, il y a eu il me semble que Tom Cruise a repris aussi la trend. Je crois que c'est juste Christopher Nolan qui a juste fait son... Ils sont restés dans le perso jusqu'au bout. Ils sont fait leur rageux comme ça. Ils ont regardé de loin avec une musique triste. Mais du coup, il y a eu toute cette effervescence et du coup, ça a fait que Margot Robbie, Barbie et le 3e est bien parti pour être le 2e derrière Mario, meilleur démarrage de l'année. Ouais. Je parle mondialement. Et où Oppenheimer, pareil, il y a un des meilleurs démarrages de la carrière de Christopher. Et des critiques dithyrambiques qui vont avec, mais on y reviendra. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, Barbie est au programme, mais pas dans cet épisode. Peut-être dans un épisode qu'on va enregistrer juste après celui-ci, je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas, et que tu vas présenter, et qu'on va être encore tous les deux. Tu penses, mais trop de théories, ça. Voilà, vous inquiétez pas, on va faire le petit épisode sur Barbie. Soyez patients. Patience. Et donc, aujourd'hui, le menu du jour, c'est donc Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan. Est-ce que tu veux commencer par donner ton premier avis ou je commence ? Est-ce que... Choisis, t'es l'invité, choisis. Je suis invité ? Ouais. Je suis chez moi ? Oui, merde. Oh oui. Bah oui, vu que t'es chez toi, choisis. C'est vrai, c'est moi qui choisis ?
Choisis si tu veux commencer ou si tu veux que je commence. Waouh. En fait, c'est assez ouf parce que c'est ce qu'on se disait un petit peu avant d'aller voir le film, c'est on va voir un film de Christopher Nolan. Ouais, on réalisait pas trop. Enfin, je veux dire, c'est tellement, ça devient un événement quand ça sort. C'est un total événement. Hein. C'est aller voir un film de Christopher, c'est Christophe. Quoi. Ouais. Non, mais oui, il a cette potentialité d'amener un événement. Il est un petit peu, il fait partie de ce groupe de réal qui vraiment marque énormément les esprits à chaque fois qu'il pose un film. Je pense que le meilleur exemple avec lui, c'est Tarantino, un film qui sort de lui, c'est un événement. C'est un Il y a événement. vraiment, c'est le dernier Tarantino qui sort, le dernier Nolan. Il y a qui cette année qui a sorti, qui était un peu dans cette aura-là? Spielberg qui l'a eu sorti et encore. Mais Spielberg sort tous les ans, tous les ans et demi. Ouais, c'est vrai. Malgré le statut légendaire de cet homme. C'est vrai. Mais il a moins, c'est vrai, est-ce que ça crée un peu moins le. Après, en fait, avec Fabelmans, c'était quand même un film événement quand même. C'est le film sur lui. Donc là-dessus, il y avait quand même l'événement. Mais c'est vrai que t'as raison que Spielberg sort énormément de films. Tous les films sont bons, mais pour autant, c'est pas un événement d'autorisant. Enfin, autorisant, je veux dire, il a un peu moins cette aura, je pense, qu'un Tarantino ou un Christopher Nolan sur le point de vue thématique et auteur. De par la fréquence des films sortis, parce que sinon, je pense pas quand même. Tu vois, c'est la fréquence qui fait que, selon moi. Aussi. Nolan, tu vois, c'est quoi son rythme? C'est tous les 2 ans? Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, ouais, tous les 3 ans, c'est genre exactement tous les 3 ans. À part autour des années 2010, mais t'as Oppenheimer en 2023, t'as Tenet en 2020, t'as Dunkerque en 2017, t'as Interstellar en 2014, et après t'as eu The Dark Knight Rises en 2012, Inception en 2010, The Dark Knight en 2008, c'est là la petite époque où il a fait tous les 2 ans. Je tiens à dire qu'il vient de faire ça sans note, Axel. On va dire qu'à quel point il est fan du beau gosse. non, mais oui, pour dire à quel point, oui, je connais bien, c'est le réalisateur de mon adolescence, comme beaucoup, tu vois, j'ai 25 ans, et ça a été vraiment... moi, ça arrivait un petit peu tard dans mon adolescence que j'ai commencé à regarder beaucoup de films, et donc aussi beaucoup de films de Christopher Nolan, réalisateur qui était toujours très en vue à cette époque-là, et donc j'ai vu tous ces films, quasiment. J'ai pas vu The Following, mais c'est The Following. C'est ça, ouais. The Following. C'est donc le suiveur. Je sais plus si c'est The Following, The Follower, The Following, je sais plus. Son film de 98 là. Et donc oui, j'ai vu beaucoup de ces films. Et ce qui est bien, c'est que en grandissant, voilà, je parle un peu plus globalement, mais en grandissant, c'est vrai que ça permet un peu quand tu te renseignes, enfin quand tu étudies encore plus le cinéma, que tu vois d'autres films, ça permet effectivement de remettre un peu en comment dire, de prendre un peu de recul sur un peu l'admiration que tu avais sur le bonhomme, qui moi j'ai toujours une énorme admiration sur ce réalisateur, je le trouve incroyable. Il a toujours mon film préféré à son compteur, et c'est toujours un plaisir. Mon film préféré, je l'ai déjà dit, je vais pas le répéter. Allez, continue. Bon, je suis très fan de The Dark Knight. Voilà, très fan, c'est mon film préféré. Je l'ai encore vu il y a un mois, c'est une masterclass. J'adore ce film. Enfin bref, il a toujours mon film préféré au compteur. Mon avis, le gardera pendant un bon petit bout de temps. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai pu prendre un peu de recul sur son cinéma, sur les caractéristiques propres de son cinéma, de sa réalisation, de son écriture. Et sur certains films, ça me permet de prendre du recul. Par exemple, j'avais pas beaucoup aimé Tenet, que je trouvais qui nous rabâchait, n'essayait pas de comprendre, essayait juste de le ressentir, et je dis non, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas non plus. Je crois qu'on va revenir vraiment sur ce terme-là qu'il a utilisé plusieurs fois, qui était vraiment n'essaie pas de comprendre, c'est de ressentir. On va revenir là-dessus, Christopher, parce que bon. Et du coup, en fait, ça va faire une très bonne transition avec le film d'aujourd'hui, donc. Le film sur Robert Oppenheimer, et qui est malheureusement une petite déception encore pour moi. Je vais pas dire que le film est mauvais. Je ne vais pas dire que le film est mauvais parce que ça n'est pas le cas. Je trouve, pour globaliser un petit peu l'avis que j'ai sur ce film, c'est que je le trouve bien écrit. Pour sa première enfin non, c'est pas sa première écriture tout seul, mais c'est la première fois quand il écrit tout seul. Je trouve que c'est bien écrit, c'est-à-dire que, enfin, je trouve le récit écrit vraiment intéressant. Avant, il écrit avec son frère, il y avait aussi David S. Goyer pour les films de Batman, mais beaucoup avec son frère, avec Jonathan. Et là, c'est le troisième film qu'il écrit seul, après Dunkerque, il écrit seul. Enfin, du moins, je sais pas s'il a vraiment écrit seul, il a toujours fait relire, mais dire le film où il est crédité seul à l'écriture. Donc, il y a eu Dunkerque, et il y a eu Tenet, et aussi, et là, Oppenheimer. Et je trouve qu'il est effectivement bien mieux écrit que Tenet, je comprends pas comment on n'a pas pu le cerner un petit peu sur ses concepts.
concepts. Et là, je trouve qu'il y a encore beaucoup de concepts, malgré le fait de biopic. Il y ajoute encore, du coup, son goût pour les récits non linéaires, un petit peu complexes, il faut le dire. Et on va dire que je trouve que ça peut servir le film. C'est-à-dire, cette écriture-là, je trouve, sert le film. Je suis d'accord, ça fonctionne bien. D'entrée, de toute façon, c'est très clair d'entrée. C'est pas un spoil d'entrée, donc tu as une timeline et l'autre, donc souvent celle qui se passe après, donc celle en noir et blanc avec Robert Downey Jr. et celle en couleur avec le coup de la genèse de la carrière d'Oppenheimer. Et on comprend d'entrée, c'est très clair d'entrée, on sait comment ça va se passer. Le problème, c'est que pour moi, c'est un problème, c'est extrêmement dense. Tout ce qui se passe, c'est vraiment que des gens qui... Bon, après, dans tous les films, c'est que des gens qui parlent, mais là, il y a un débit de parole extrêmement important, et c'est beaucoup d'informations qui sont données au fil de ces 3 heures. Et tu peux te dire, merci Christopher, je vais pas essayer de comprendre, je vais essayer de le ressentir, mais non, ça ne marche pas, parce que pourquoi ? Il n'y a pas d'humain dans ce film. Je trouve qu'il n'y a pas d'humain. Je trouve que, en sortant de la séance, même avec le personnage de Robert Oppenheimer, je me suis jamais réellement senti avec lui. Il manque ce facteur humain, cette compréhension de l'être humain, je trouve, dans ce film, qui fait que je me suis jamais vraiment senti avec Oppenheimer. J'ai jamais pris le temps d'être avec lui, de vraiment comprendre ses tortures, toutes ses névroses. J'ai jamais pu, vraiment à aucun moment, vraiment me sentir avec lui. Et j'avais une petite comparaison. J'avais l'impression de voir un social network qui a un récit plus ou moins similaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a la genèse d'un homme qui a fait quelque chose de très gros pour la planète, avec un procès en parallèle, ce qui est un peu l'idée d'Oppenheimer aussi. Ouais. Et mais Oppenheimer, c'est ce film sans la compréhension de l'être humain qu'a pu avoir Fincher dans The Social Network. The Social Network, qui est aussi très très bien écrit, qui a d'ailleurs eu un Oscar pour Aaron Sorkin, vraiment donc un scénario incroyable. Mais voilà, il y a pas l'humain de The Social Network. Je trouve que le film est monté, mais véritablement comme une bande-annonce. Ça va extrêmement vite. Tout le temps, tu ne peux pas te poser avec les gens, tu vois. Même la scène au début, là, avec la pomme, le personnage joué par comment il s'appelle, Kenneth Branagh. Ouais, tu vois, ouais. Et ça commence de là. Je dis pas que tout le film est monté comme ça, mais c'est vraiment monté comme une bande-annonce. Tout va très vite. Forcément, le film fait 3 heures, il faut aller vite. Hein. Moi, je suis sûr que c'est un peu à cause de ça, hein, qu'ils pouvaient pas non plus trop monter, et que du coup, en fait, je pense que ça cause ça, même si dans beaucoup de ces films Nolan fait ça. Il y a beaucoup de ces films, Tenet aussi c'est monté un peu comme ça et tout, il n'y a pas de souci avec ça, mais là on est dans le paroxysme de ce que Nolan a pu faire. C'est vraiment monté, mais t'es jamais avec eux en fait, ça va toujours très très vite. Il y a toujours cette musique qui au bout d'un moment tu l'entends plus, parce qu'elle est là tout le film, elle fait office de raccord entre les scènes. C'est un peu particulier. C'est un truc qu'on peut louer comme qualité, certains vont le louer comme qualité, mais juste là c'est vraiment tout le film, sauf un moment crucial qui est le moment de la bombe. C'est pas un spoil, oui, il y a une bombe dans Oppenheimer, mais non, et qui pour le coup est peut-être l'un des seuls moments où je me suis dit là il y a une mise en scène intéressante, il y a une volonté de mise en scène qui est vraiment intéressante. Sinon c'est vraiment voilà, c'est cette sorte de comment dire, comme un opéra. Je veux dire, tout est raconté par la musique, mais là on connaît l'attrait de Nolan pour la musique dans ses films, mais là on sait qu'il en met beaucoup, parfois trop, mais là c'est vraiment comment on pourrait expliquer ça? C'est omniprésent. La musique est là tout le temps en fait. Il y a pas vrai, ça s'arrête jamais. C'est comme c'est vraiment le joint, la jointure entre entre toutes les scènes. Et sérieusement, j'ai l'impression d'avoir du coup suivi un truc un peu sans relief, un peu fade tout le long, où c'est monté très très vite. C'est sur la même note tout le temps. Et je trouve que paradoxalement, on s'y perd un peu, quoi. Je suis d'accord avec toi. Au bout d'un moment, vu que tout est créé en effet de rythme, moi personnellement, je deviens un peu essoufflé. Je perds un petit peu le flow parce que pendant 3 heures, avoir justement ce débit de parole très élevé, qui est rythmé sur de la musique, qui revient sur plusieurs timelines en même temps, ça fait déjà quelque chose qui est quand même assez dense. Et puis, c'est pas forcément compliqué à comprendre. Surtout que tu arrives quand même, c'est très efficace, c'est très bien écrit. Donc, tu arrives quand même à suivre le déroulé d'espace. Ça va. Mais encore une fois, c'est 3 heures. 3 heures dans cette continuité.
il y a forcément un moment où, personnellement, moi, au des moments, je lâche, quoi, tu vois. Forcément, tu peux fais pas des moments où je pose ma tête parce que, attends, je vais mettre au clair, là. On parle de quoi? On parle d'une bombe, on parle de communisme, on parle de vie de famille, et puis. Il y a énormément de choses. Et à côté de ça, je vais m'attacher au personnage principal. Ouais, mais c'est vraiment deux choses incompatibles. Et il y a un procès en plus, et tout ça est très rythmé, et tout ça sur plusieurs timelines en même temps. Ouais, tout cet ensemble-là, qui finalement est assez cohérent avec ce que fait Nolan habituellement. Mais là, on est arrivé à un paroxysme où il fait trop de lui, en fait. Enfin, pas forcément dans la complexité, pas forcément dans la complexité de son récit, qui, ce titre est décerné à Tenet, mais là, vraiment dans cette manie du montage de la sorte, de cette manie d'avoir de la musique tout le temps, et de malheureusement un défaut qui lui est donné, qui, moi, je prendrais toute ma vie sur le côté trop froid de sa mise en scène, de ses personnages et tout. Là, je dois dire, malheureusement, putain, tu fais, ça fait un peu chier parce que tes détracteurs, là, tu leur donnes un peu raison. Tu vois, là, c'est réellement froid, c'est réellement peu humain, c'est réellement peu émouvant. Sincèrement. Parce que c'est vrai que je vois très bien ce qu'on peut amener avec cet aspect un peu froid chez Nolan en général, parce qu'on est certes très à distance, et surtout qu'en général le ton qu'il emploie dans ses films, c'est quelque chose d'assez comment dire, il se place à un point de vue presque comme Oppenheimer, tu vois, presque universel, presque c'est le comment dire, le karma de la vie, c'est c'est le déroulé des événements, et les événements viennent indubitablement, tout va se passer comme ça doit se passer. Je sais pas, il y a quelque chose de très fataliste, je veux dire, dans ces films en général, que moi je ressens en général. J'entends. C'est ce truc de destin inéluctable auquel tu n'échapperas pas, et que tous les personnages ont peu conscience, où une fin va être dramatique. Enfin, j'ai un peu ces émotions-là qui me viennent quand je regarde. T'aurais un film d'ailleurs pour exprimer au mieux cette pensée-là? Là, tout de suite, là, j'ai Dark Knight qui est vraiment en tête, mais tu regardes Interstellar, c'est tout à fait ça. Ou même tu regardes Memento, c'est dans le principe même, on repasse les événements en arrière, du coup, t'es vraiment face à un point plus tard qui va arriver, qui est qu'on ne peut pas s'échapper, une ficelle du destin dans laquelle on ne peut pas s'échapper. Dans Interstellar, c'est un peu ce truc-là aussi, t'as un peu cette espèce de piège dans lequel il va aller pour essayer de revenir. Enfin, il y a un peu ce truc de fatalité que je ressens un peu, j'ai pas envie de dire de nihilisme, parce que c'est pas vrai. Non, je pense pas. Non, mais il y a un truc un petit peu désespéré. Il y a quelque chose d'un peu désespéré, désespéré dans ses vies, et en même temps, moi, ce qui me plaît, parce que ce qu'on voulait dire chez Nolan, c'est ce côté désespéré de manière générale, et en même temps c'est la profonde intimité qu'il arrivait à donner à ses personnages par rapport à ça. Tu regardes justement Jessica Chastain, et puis je pense que là c'est dans Interstellar, c'est sa meilleure performance sur cet exercice Interstellar. Ouais, complètement. Ouais, avec justement comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom. Matthew McConaughey et Jessica Chastain, qui voilà, juste en 2 secondes se prennent dans les bras et puis pleurent ensemble, que ce soit au début ou à la fin. C'est juste bouleversant, et puis juste t'as pas besoin de raconter plus, et tout d'un coup là tu ressens toute la fatalité de leur destin, tu ressens que lui va devoir partir dans l'espace, qu'elle va devoir abandonner son père, et tu sens que cet événement là va débloquer toute la suite du récit. Enfin, je sais pas comment. Pour autant, je le trouve pas forcément pessimiste dans son cinéma. Il y a un truc avec la fin de ce film qui peut effectivement révéler un peu de pessimisme, ou alors de lucidité. Mais c'est peut-être une question de lucidité à la fin. Il est toujours entre les deux, tu vois. Dans The Dark Knight, il donne raison au Joker presque aussi, tu vois. Non. Presque. Il l'amène quand même. Il donne pas raison. Il le donne un peu gagnant. C'est très ambigu. Il le donne mi-gagnant, on va dire, parce qu'il arrive quand même à faire une moitié du travail. Les bateaux n'ont pas explosé. Mais Batman arrive à sauver l'autre moitié, c'est-à-dire de garder les gens dans l'espoir, justement. C'est pour ça qu'en soi, je pourrais pas forcément le qualifier de pessimiste. Non, mais tu vois, il est quand même assez lucide, par contre. Il est sur une note très ambiguë. Assez lucide parce que il est plus rattaché, il a toujours ce côté terre à terre qui d'ailleurs est soit un point fort, soit un point faible selon les gens de The Dark Knight, qui se passe vraiment dans un monde qui est le nôtre, qui est véritablement terre à terre. Et donc par ça, avoir cette lucidité à la fin de ne pas donner entièrement la victoire au Joker ou au Batman, inversement, c'est très lucide, c'est bien plus réaliste. Effectivement, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, et effectivement ils ont tous les deux gagné un petit peu sur leur terrain et tout. Donc je pourrais pas dire que c'est entièrement pessimiste, je pourrais pas non plus le faire avec Inception, qui, même si la fin est ambiguë, mais je pense que maintenant c'est convenu de se dire que effectivement ça finit bien. Voilà, cette fin hyper connue avec la toupie. Donc je le pense pas pessimiste. J'irai pas pour autant lui dire qu'il est optimiste. Non, mais je pense que ça penche
si je dois dire, je pense peut-être qu'un petit peu plus côté optimiste. Mais je veux dire, il est bien moins optimiste que beaucoup de cinéastes, de blockbusters surtout. De blockbusters surtout. Si on peut l'appeler cinéaste de blockbuster, c'est encore un terme. C'est vrai qu'il s'en éloigne petit à petit après qu'il soit sorti de Dark Knight, mais et encore même pas Dark Knight. Non, il sort Inception, qui sort de James Bond des rêves. C'est un immense. Tenet, c'est un film de blockbuster, oui, c'est un. Ouais. Et là d'ailleurs, moi ça m'intéressait trop d'ailleurs quand j'ai appris que quand j'avais des suppositions que Oppenheimer, n'ayant vu aucune bande-annonce, je parle un peu naïvement, mais une fois dans la séance, quand j'ai compris que ça allait être un film où c'est vraiment que des gens qui parlent, et de revenir un peu à un Nolan de The Prestige ou de Memento ou de Insomnia, tu vois. Et j'ai dit ouais, super, on va reavoir ce Nolan-là, mais j'ai pas vraiment retrouvé ce Nolan-là et j'ai plus retrouvé ce Nolan-là dans la volonté du récit, pas la volonté de raconter ces choses-là de manière non linéaire, mais j'ai retrouvé une réalisation qu'il adopterait pour un Tenet. Et c'est ça le problème. C'est comme s'il avait réalisé, Memento avec sa réalisation de Tenet, quoi. Tu vois, c'est un peu, j'en ai parlé de ça d'ailleurs à Tanguy, qui est pas là aujourd'hui. Mais, c'est vraiment cette impression-là. J'ai l'impression si on devait faire cette grosse image, c'est qu'il a pris ses mimiques de réalisation de Tenet, ou dans Tenet surtout, sur un film de type Memento, et je trouve que ça colle vraiment pas. Voilà. Je trouve que le film est bien écrit, encore une fois, mais je trouve que c'est mal monté, et je trouve que c'est pas très bien réalisé. Malheureusement, désolé, Christopher. Mais s'il y a une scène qui est vraiment bien réalisée, pour le coup, c'est celle de la bombe, parce que pour le coup, je dois le dire, je suis cramponné à mon siège. Là, mais comme rarement avant. Vraiment, ça fonctionne super bien. C'est presque à se demander s'il a pas voulu mettre de la musique tout le fond du film, juste pour nous faire l'effet de cette scène. Exactement, ouais, c'est pour vraiment la proportion de frissons, et dire que ça va péter, ça va péter, ça marche. Il te met un vide de 30 secondes. Quand la bombe explose, enfin, il nous fait monter. Là, vraiment, elle doit exploser au bout de 2 heures, au bout de fin du deuxième acte. Et puis après, t'as le troisième acte qui commence où t'as 2 heures de montée. T'as l'œuvre d'Oppenheimer qui commence peut-être un peu à lui échapper. Et t'as tous ces enchaînements. Et là, le procès rentre dans une dimension encore plus marquée où on comprend quel est le complot qui est autour d'Oppenheimer, qu'on voit un petit peu depuis le début en montage parallèle ou alterné, un des deux, je me rappelle jamais. Et désolé Renan Cros. Mais donc là on rentre un peu plus sérieusement dans le procès, et c'est là que ça commence à devenir encore plus verbeux et encore surtout un peu, je dois le dire, un peu moins intéressant. T'as des enjeux qui s'ajoutent et qui deviennent de plus en plus concrets, mais ils t'ont été présentés un peu rapidement parce que le film se veut extrêmement politique. Alors c'est certainement le film, tout film est politique, je le pense, mais là je pense qu'on rentre dans le côté, le film le plus politique de Nolan, le plus comment dire. Ça, en fait, ça offre une certaine différence vis-à-vis de ses réalisations précédentes. Je dirais que son film le plus politique avant Oppenheimer, c'est peut-être bien The Dark Knight quand même, qui pose des questions philosophiques hyper d'actualité vis-à-vis de l'anarchie, tout ça. Ouais, c'est ça, mais c'est très philosophique au sens où ça se place pas non plus dans un univers concret. On est à Gotham, il n'y a pas vraiment de parti politique dans le film, on les suppose. Alors que là, vraiment. Mais c'est quand même très proche de notre vie, hein, le Gotham qui y est dépeint. Oui, c'est très proche de la vie. C'est un Gotham très Chicago, New York. C'est ça, c'est des symboles, tu vois. Mais là, ici, on est vraiment face à une guerre à la chasse aux communistes. Ça existait, avec un camp républicain, avec l'Allemagne nazie qui va arriver. On est dans un film historique en même temps. Ouais, effectivement. Mais je pensais pas qu'il allait y avoir, comment dire, autant cette proportion, on va dire, anticommuniste des États-Unis de ces années-là, et je pensais pas que ça allait prendre autant de place, et je sais pas d'ailleurs si j'imagine que comme ça Oppenheimer a certainement dû avoir des fréquentations qui ont un peu desservi sa cause qui est donc d'été des États-Unis à la base, hein, quand même. Le film est adapté d'un bouquin d'ailleurs. Et comment le film est adapté d'un bouquin, c'est vrai, effectivement, qui a un nom long mais qui est très simple et dont j'ai oublié le titre. Le biopic sur Oppenheimer. Oui, c'est ça, un truc du genre. Et non, voilà, je pensais pas que ça allait prendre cette proportion, mais quand ça commence, je me dis, c'est sympa. Moi, je suis d'accord de voir ça de Nolan. C'est la première fois que je vais voir un récit de la sorte, des sujets aussi marqués, aussi proches de la vie qu'on peut connaître dans un film de Nolan. Très content de voir ça. Et en fait, c'est vraiment, peut-être
si je dois dire, vis-à-vis des arcs secondaires, si je puis dire, qui gravitent autour d'Oppenheimer, celui vis-à-vis du communisme et de ces fréquentations de gens communistes qui desservent un peu l'approbation un peu des États-Unis, du gouvernement américain, je trouve que c'est l'arc qu'on comprend le mieux. Effectivement, tout le truc autour du communisme et de ses fréquentations, c'est ce qu'on comprend le mieux. Mais alors vraiment, tout ce qui est à côté, par exemple sa relation avec le personnage de Florence Pugh, que vraiment ça a l'air intéressant, mais non, c'est pas réalisé pour que ce soit intéressant, tu vois. Mais en fait, tu remarques, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on peut faire à énormément de choses dans le film. C'est qu'il y a rien qui est vraiment inintéressant. Bien sûr. Vraiment, tout est encore une fois très bien fait, très bien rythmé, très bien nickel. Le truc avec Florence Pugh, c'est un mais je pense qu'il y a des sacrifices à faire parce que Mais exactement, en fait. Il y a trop de trucs dans tous les sens qui fait qu'on n'a aucun attachement. Je suis parfaitement d'accord que ça a dû être un tournant dans sa vie, la relation avec le personnage de Florence. Parce qu'il a certainement dû être il revient. Non, dans la fin, non. Si on en parle à la fin, à la fin. Ouais, je suis un peu d'accord vis-à-vis de la. Pas la paranoïa, mais des peurs qu'a la femme d'Oppenheimer le restant de sa vie, qui est jouée par Emily Blunt. Mais juste. Moi, tu vois, cette scène où Oppenheimer est bouleversé par elle s'est suicidée, le personnage de Florence Pugh se suicide, oui. Il me semble. Suicide ou je sais pas, elle meurt. Elle se fait buter. Non, on lui met pas la tête dans la baignoire. Et c'était. Oh putain, mais tu vois. Mais voilà. tu vois. Il y a trop d'éléments. C'est pas. Je pense sincèrement, c'est pas être inattentif. C'est que il y a tellement de choses qui sont racontées, qui sont mais en parallèle d'autres choses qui sont pour le coup plus intéressantes et qui là ne sont pas mises en scène. T'as pas l'impression que Nolan il dit là, regarde, c'est intéressant ce que je te montre. Plus l'impression qu'il faut le mettre parce que c'est important dans la vie d'Oppenheimer. Mais voilà, dans le récit, il n'en fait pas quelque chose de. Il ne le met pas en scène de sorte à ce que ça ait un poids véritablement émotionnel, compréhension du personnage d'Oppenheimer. On le voit à un moment, tu sais, il est dans le désert, il chiale tout seul, t'as Emily Blunt qui vient le réconforter et tout, bref, il parle de ça et tout. Après, elle pète son seum. Mais regarde, rien que la scène, moi, c'est vraiment, j'ai vu ça au cinéma, je comprenais pas ce qui se passait. Vraiment, je dis, mais qu'est-ce qu'il vient de me réaliser là? Non, mais il rentre chez lui. Il voit sa femme et le bébé pleure et tout, et déjà il y a un truc un peu maladroit où tu te dis la mise en scène, comment dire, et je comprends, il y a une sorte de non-sens. Le personnage d'Emily Blunt est un peu traité comme c'est pas bien, tu t'occupes pas assez de ton fils. Enfin, l'écriture et la réalisation de cette scène-là me dépeint un peu cette idée-là. Alors que non, la meuf elle cravache et tout. La meuf aussi c'est une scientifique, tu vois, elle travaille en biologie, me semble. Et là, ce moment de la scène, elle est un peu dépeinte comme non, tu t'occupes pas très bien de ton fils. Et surtout ce qui est très très bizarre. Et surtout, ça va super vite. Il prend son gamin, il l'emmène chez son pote communiste là, chevalier, et il lui laisse son gamin et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. C'est désolé, c'est pas mis en scène. Pourtant c'est dramatique comme événement, tu vois. Ce genre de scène devrait amener parce que tu la vois boire vraiment pour essayer de. C'est quelque chose de grave, c'est quelque chose d'important. Elle n'arrive pas à calmer le bébé et tu dis ok, d'accord, du coup on peut amener toute une symbolique par rapport à ça, le conflit, la famille qui va se dissoudre parce que Oppenheimer est en train d'avoir un trop gros projet. Alors ou à l'inverse, juste, enfin je effectivement, il peut pas se concentrer là-dessus, ou alors il veut pas. Mais non, j'ai du mal à imaginer que avec ce qu'il a réussi à négocier avec Universal, que ce soit Universal qui lui dit non, tu dois faire plus court, parce que le gars a quand même fait un film de 3 heures, mais juste je pense qu'il y a vraiment des sacrifices à faire, quoi. Des trucs vraiment importants, il faut pouvoir véritablement pouvoir les mettre en scène dignement. Tu vois ce que je veux dire? Prendre le temps pour vraiment investir ton spectateur. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on n'est jamais vraiment investi dedans. C'est quelque chose qui est presque traité en surface. C'est comme s'il n'avait pas pris au sérieux ces passages-là. Enfin, c'est ce qui n'est certainement pas le cas, mais malheureusement, de ce qui en dépeint de sa mise en scène, c'est qu'on a l'impression que ça n'est pas le cas. On a l'impression, en effet, que tout est au même niveau. On n'arrive pas vraiment à peser qu'est-ce qui ça est plus important, qu'est-ce qui ça ne l'est pas. Ou disons que Christopher Nolan ne nous indique pas trop qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il traite un peu l'ensemble du film comme un immense flot, le flot de vie de Oppenheimer, comme cette espèce d'énorme machine qu'il est en train de créer, qu'il est en train de retourner finalement l'humanité dans cette espèce d'histoire, dans cette espèce de course inarrêtable. Quand la musique commence, et t'as le destin d'Oppenheimer. Je parlais tout à l'heure de fatalité, mais il y a un peu justement ce truc-là, la fatalité d'Oppenheimer à accomplir cette mission. Je suis d'accord avec toi. Là, vraiment, on ne peut plus d'accord avec le terme
de fatalité, parce que c'est vraiment tout le troisième acte. Et ce qui est un point intéressant, effectivement, il y a un peu ce sentiment, quand le troisième acte qui fonctionne, et qui est que il perd son œuvre, d'une certaine manière, son œuvre. Il perd son travail, il sent qu'il l'a donné à peut-être des gens pas très bien forcément intentionnés à la base, on va dire. Mais bien sûr, il est au courant qu'effectivement la bombe c'est pour aider les États-Unis d'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, point intéressant sur lequel revenir vis-à-vis des remords qu'il a, il paraît que dans la vraie vie, effectivement, il a vraiment eu des remords au moment où ça explose, quoi. Il fait putain, j'ai tué des gens. Et en fait, je pense sincèrement que cinématographiquement, ça ne marche pas. Moi, j'ai dit mais attends, c'est que maintenant que tu t'en rends compte. Je veux dire, en fait, mais apparemment dans la vraie vie c'était ça. Donc est-ce que forcément on peut l'enlever à Nolan? Tu regardes dans Social Network, dans la vraie vie, c'était pas exactement ça. On sait pas tout ce que c'est toujours un petit peu romancé évidemment. On sait pas tout ce qu'il y a eu autour de la vie de Mark Zuckerberg par rapport à sa copine, et toute l'intrigue un peu tourne autour de sa copine. Et pourtant, il y a une grosse partie. Le démarrage, on va dire le démarrage et la fin. Effectivement, le démarrage et la fin. Un début, une conclusion au personnage autour de sa copine, ça en dit beaucoup sur toute son œuvre. Oui, c'est le thème en fait. Et cette partie-là, incroyable film. Mais cette partie-là, elle n'existe pas vraiment, on ne sait pas, il n'y a pas vraiment d'infos. C'est quand même David Fincher Fincher et puis Sorkins, exactement, qui l'ont amené. Mais ça raconte quelque chose. Donc voilà, tu as aussi ce point de vue de vouloir raconter quelque chose. Je pense pas que ce soit une excuse de dire. Il y a vraiment cette ligne rouge, cette ligne rouge, c'est comme on dit, putain, l'expression. Le fil rouge. Voilà, ce fil rouge. Exactement. Le fil rouge qui nourrit finalement le vrai thème du film. Et là, dans Oppenheimer, il n'y a pas ce truc-là. Les très bons biopics ne sont pas dans un truc stricto sensu en train de se dire ça a existé dans la vraie vie donc je vais le raconter. Non, tu fais un biopic, tu fais une histoire, tu amènes un déroulement, quel a été le sens de la vie de cet homme, de cette personne, qu'est-ce qu'il a porté, et surtout tu vas nous mettre de son point de vue, on veut être porté avec lui. Moi je me suis dit, quand j'ai vu des interviews de Christopher Nolan qu'il avait parlé d'Oppenheimer, je me suis dit j'ai très envie moi de me mettre dans le point de vue d'Oppenheimer et de me dire dans quel état d'esprit je peux me trouver si j'ai réalisé l'arme la plus destructrice jamais inventée dans l'histoire de l'existence. L'arme la plus destructrice. Comment je me sens mentalement après avoir... Mais tu te sens pire qu'Hitler, enfin tu te sens pire que n'importe quoi. Et tu vois, tu peux te dire ça, le poids de cette responsabilité-là. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'est ça que je sentais que Christopher nous vendait, en fait. Et ben, je l'ai pas vraiment. Parce qu'au moment où il a ce poids je l'ai un peu. Je l'ai un peu moi, je l'ai à la fin. Parfois même peut-être un petit peu grotesque quand il fait ses... Grotesque, non, c'est un mot qui est un peu démesuré, mais quand il fait le discours là devant les gens qui tape, qui est vraiment une scène qui fonctionne bien, je dois le dire, qui tape dans les gradins et tout, et qui crée un poids phénoménal autour de Robert Oppenheimer. Effectivement, moi, ce poids-là, il se ressent un peu, mais tout semble tellement un peu fade et factice autour que bon, oui, tu relèves ça, mais ça soulève pas le tout, quoi. L'effet est gros, c'est en mode où il voit des cadavres qui arrivent et puis qui sont comme ça. C'est très joli. Il marche sur des gens carbonisés. En fait, ça fonctionne, mais je sais pas. C'est très consensuel. On a déjà vu ça. Oui, mais je veux dire, on a déjà vu ça effectivement, mais je veux dire, ça a du sens avec ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi. C'est bien fait. T'es vraiment, même si je trouve que tu te reposes encore un peu trop sur la musique, c'est vraiment oppressant, même s'il se repose beaucoup sur le qui monte insupportablement. 3 heures. Là tu te reposes encore un peu trop dessus, mais et l'idée fonctionne, oui, effectivement. Je comprends ce qui se passe, et là ta mise en scène sert un peu le propos, mais ça arrive que trop peu de fois. Et surtout qu'on n'a pas eu vraiment d'attachement vraiment profond avec Oppenheimer avant, pour avoir ce déchirement de cet instant-là. Exactement. On n'a pas eu l'attachement avant. On le voit très peu avec Emily Blunt finalement. On le voit très peu avec Florence Pugh. Florence Pugh. Enfin, on n'a pas cet aspect d'attachement à l'humain. On le voit. Surtout, t'as l'impression qu'il y a 5 Cillian Murphy dans le film, 5 différents. Je dis pas qu'il joue mal. Non, joue mal. D'ailleurs, il s'en sort très bien. Je fais un point là-dessus. Cillian Murphy est incroyable. Il est très fort. Il arrive à la fois à être très charmeur comme ça, mais il a ce truc que tout le monde a rêvé. Très charmeur. Ah, moi je trouve qu'il est très charmeur. Moi c'est un retour que j'ai envie de faire. Pour la preuve que je trouve que il a mal mis en scène ce qu'il a écrit, c'est un moment. C'est quel personnage? C'est le personnage de Matt Damon là, le général, qui arrive vers lui.
et qui lui dit on m'a dit que vous êtes nanani nanana mais je vais quand même vous embaucher, tu vois. Il lui dit un truc genre vous êtes on m'a dit que vous êtes charmeur, arrogant, je sais plus quoi, Charmeur, arrogant. et en fait il donne plein d'adjectifs pour qualifier Oppenheimer Et discrédité. oui, certainement discrédité un peu, mais bon, il en a quand même beaucoup besoin. Mais il fait ça, mais toutes les descriptions qu'il fait de lui, j'ai jamais véritablement ressenti ça du personnage d'Oppenheimer, tu vois. Ouais. On me l'a Moi, c'était jamais. quand il a dit homme à femme, et Cillian Murphy n'y est pour rien. C'est Cillian Murphy qui est dirigé de la sorte. Hein. Mais j'ai jamais vraiment ressenti Cillian comme étant un charmeur ou quoi. Moi, j'ai vraiment la moitié des adjectifs qu'il donne. Je dis non, c'est pas vrai. En fait, non, j'ai pas vu ce que t'es en train de me raconter. Non, je suis d'accord avec toi. Je l'apprends. C'est pas vrai ce que tu me dis. Je l'apprends en même temps que toi. Ouais, c'est Disons, ah bon, bah, ok, bah si tu me le dis, ok. En fait, il y a un peu ça. En Je vrai, veux bien l'entendre. Ça m'a pas choqué non plus en mode je peux le supposer par rapport à ce que j'ai vu, mais je l'ai pas vu. Ouais. Ou, Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être un peu c'est hors cadre, mais bon, Cillian Murphy, ça serait bien de me le montrer, quoi. Cillian Murphy reste assez ouf dans sa Cillian Murphy, il est incroyable parce que pour le coup, sa capacité. pour être Sa capacité qu'il a à d'un côté être extrêmement calme, réservé, très charismatique, comme on l'a déjà vu dans Peaky Blinders, tout le monde l'a vu dans Peaky Blinders, mais dans aussi beaucoup de films de Christopher Nolan, il a joué dans presque tous ses films. Justement, c'est son sixième, moi, je crois. Sixième, incroyable. Et en même temps, il a cette capacité à vraiment à changer de regard en une demi-seconde, je trouve. Où d'un seul coup, tu vois toute la folie, tout le poids qu'il a. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ce film-là, ce regard qu'il pouvait avoir Cillian Murphy que j'avais pas vu dans ses autres films. Là, vraiment, tu vois toute la faiblesse du mec quand il se retrouve face à sa création, face à ça, et là dans son regard, là, moi je l'ai énormément. dans son regard, je l'ai. C'est vraiment dans le dernier acte que j'entends qu'effectivement là ça la performance d'acteur prend tout son sens et rentre vraiment dans sa dimension dramatique, c'est ça, là c'est vraiment à la fin que ça, non, tu vois, qu'il en convient. Et puis, c'est un très très bon directeur d'acteur, hein, Christopher Nolan. Tu regardes dans ses films. Faut voir ça. Je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours le Marion Cotillard Gate. D'accord, on ne sait pas si c'est un coup de pute de Nolan, on ne saura jamais, ou si c'est Marion Cotillard qui à chaque prise était mauvaise, ou si je pense un coup de pute de Nolan. Je ne sais, on saura jamais le dessous de l'histoire. Mais bon, on peut pas juger une mauvaise direction d'acteur sur une scène. Je pense qu'il dirige bien ses acteurs, oui aussi. Je pense qu'il dirige très bien ses acteurs. Il a réussi à donner un Oscar à Heath Ledger. Il a Heath Ledger. Oui. Mais par rapport à un autre acteur aussi, moi j'aimerais revenir. On parlait tout à l'heure un petit peu justement du poids de responsabilité qu'a amené la création de la bombe. Moi, il y a une scène où vraiment je le sens et où je suis très attaché, c'est la scène avec Gary Oldman. C'est la scène où justement il va voir Truman et il y a un moment que je trouve absolument magique en termes de dialogue. Il va voir Truman, il lui dit je sens que j'ai du sang sur les mains, et t'as Truman du coup qui est le président de l'époque qui a celui qui a du sang sur les mains, c'est celui qui déploie la bombe. Et en fait c'est exactement ça. C'est-à-dire que Truman, en fait, dès que la bombe a été faite, il l'a envoyé directement, il l'a balancé au Japon, à Hiroshima, sans demander l'avis à... Il lui mettait des deadlines comme si c'était un montage vidéo d'ailleurs. Oui, c'est ça, dans un mois, il faut que ça sorte. Dans un mois, on balance une bombe. Ok, c'est cool, tu vois. En fait, c'est cette espèce de nonchalance qu'avaient les gars tu vois, c'est un showman et il a pas du tout demandé son avis. En fait, c'est tout le conflit qu'il y a dans le dernier acte. C'est qu'une fois que Oppenheimer a construit la bombe, il s'est fait déposséder de toute son œuvre, et c'est les États-Unis qui se sont appropriés la bombe et qui l'ont balancée absolument partout, et qui a imposé cette espèce de puissance. Et là, il s'est dit, mais attends, j'ai confié l'arme la plus puissante de l'humanité à des gamins. Et si tu t'en rends vraiment compte face à la scène de Truman, du coup Truman qui était le président de l'époque, qui a déployé la bombe automatiquement, qui convoque Oppenheimer dans son bureau, Oppenheimer qui lui est dans un stress immense parce qu'il se rend compte de tout ce qu'il a fait, Truman qui est chill chez lui, qui l'invite, installe-toi là mec, vas-y. Et vraiment ce moment-là où il lui fait je sens que j'ai du sang sur les mains, t'as Truman qui prend la petite serviette dans sa veste et qui lui tend sans rien dire. Et ce moment-là, et là, juste avec ce geste-là, tu sens vraiment l'opposition entre les deux personnages, le vide intersidéral dans lequel, là je l'ai senti le vide, là j'ai vraiment senti le vide, le désespoir dans lequel est Oppenheimer, et vraiment cette espèce de nonchalance, de gaminerie, de mépris que lui balance Truman en mode mais... Ne me ramenez plus pleurnichard. Ne me ramenez plus pleurnichard. Et encore une fois, mais je trouve que la scène est trop courte. La scène, elle dure même pas 2 minutes. Je suis d'accord. Elle dure 1 minute ou 2. Elle est... Enfin, chouïa plus, mais effectivement, il y a toujours... Je sais plus, elle est très très courte, je me rappelle. Tu t'aurais pu être encore un peu plus avec eux, quoi. Tu aurais pu être avec eux comme ça, parce qu'elle était puissante, cette scène. Complètement. En plus, t'as Gary Oldman, qui pop. C'est comme Rami Malek. Vraiment. Rami Malek qui pop juste pour descendre Robert Downey Jr.
T'as l'acteur principal de The Boys aussi, qui comment il s'appelle déjà? Yui, voilà. Ouais, je sais plus tout comment il s'appelle l'acteur. Ah ouais, putain, désolé. On connaît que sous le nom de Yui. Mais on adore Yui. C'est Yui de The Boys. The Boys est une série incroyable. Il y a Ben Safdie aussi, qui est un de mes acteurs préférés avec son frère, qui fait beaucoup d'acting, mais qui, dernièrement, dans les films qu'il a sortis avec son frère, c'est partie des réalisateurs montants que j'adore. Mais oui, Ben Safdie qui est dedans, qui a d'ailleurs un personnage ambigu, qui est du coup certainement l'initiateur de la bombe à hydrogène. Qui deviendra ensuite par la suite la bombe encore plus destructrice, qui je sais pas si elle est larguée par les Américains sur le 2, parce que les Américains ils lâchent 2 bombes, donc sur Nagasaki et Hiroshima, je ne connais plus l'ordre. Il me semble que la deuxième est différente de la première, si je dis pas de conneries. J'ai vu une vidéo de Jamie d'ailleurs, de Jamie Gourmand, qui, oui c'est ça son nom, qui fait une vidéo d'ailleurs sur la bombe nucléaire. Il me semble que les États-Unis dropent 2 styles de bombes différents, et je me demande si la deuxième c'est pas je me demande si la deuxième c'est pas une bombe à hydrogène. Enfin le procédé chimique et physique est basé sur du coup l'hydrogène et pas la fission nucléaire. Et peut-être que c'est la même chose, mais en tout cas c'est le film nous pousse à aller nous poser un peu des questions, et moi je suis allé voir d'autres trucs sur Oppenheimer et tout, de moi ça c'est intéressant. Et je sais pas pour toi, mais le personnage de Ben Safdie, donc un petit peu ambigu, voire un petit peu qui trahit un petit peu. Ce qui nous laisse entendre que en fait il a des doutes sur la personnalité d'Oppenheimer, et il dit bon, c'est bien si par la suite c'est peut-être pas lui. Il reste un petit peu honnête. Sa femme qui reproche d'ailleurs à Oppenheimer, tu lui as serré la main alors, au procès, quand il dit au procès bon bah Oppenheimer c'est bien si potentiellement par la suite il est pas dessus, tu vois. Et c'est un personnage que j'ai eu du mal à cerner, qui m'avait l'air super intéressant. Vraiment, le personnage de Ben Safdie avait l'air super intéressant, et qui propose un truc qui va être déterminant effectivement dans l'histoire de ce genre de bombe, et qui est finalement pas vraiment traité. On sait qu'il est important parce que même Oppenheimer veut le garder dans son équipe, tout ça et tout. On sait que c'est un personnage important, mais très très ambigu, mais finalement t'en sais pas trop plus, et tu sors avec encore un questionnement autour de lui. Tu sens que la mise en scène le met un petit peu en avant à des moments, vraiment il filme de dos. Tu sens que c'est un des plus talentueux de la salle. Ouais, qu'il est en opposition directe avec Oppenheimer, enfin tu sens qu'il y a tout ça truc là, mais en fait il y a ça avec absolument tous les personnages. T'as la confrontation entre Matt Damon et Oppenheimer, entre Ben Safdie et Oppenheimer, entre le juré qui veut le démonter pendant toute la séance de procès. Je sais pas le mec joué par Jason Clarke là. Oui voilà, exactement, joué par Jason Clarke, qui pareil, il y a cette opposition, tu sens, entre les deux personnages vraiment viscérale, mais la mise en scène me dit ça. Mais pareil, encore une fois, c'est exactement le même problème. Je sens qu'on va dans un flow, on n'a pas le temps, on a plein de trucs, et c'est pas développé, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, la plus grosse rivalité du film ce qui est vendu comme la plus grosse rivalité du film, c'est quand même celle entre le personnage de Strauss, donc joué par Robert Downey Jr. et Oppenheimer, parce qu'effectivement il y a une sorte de complot vis-à-vis d'un différend qu'ils ont eu à un moment, et même il y a tellement de choses que tu comprends plus vraiment exactement le pourquoi du comment, et c'est vraiment une rivalité qui, je trouve, n'est à un moment Oppenheimer il fait une blague, Strauss il a pas aimé, on peut en parler. Je pense que c'est vraiment moi j'ai pas vraiment non plus ressenti cette rivalité là, je l'ai pas senti importante. Ça devient très explicatif, très illustré dans le dernier acte, où on comprend comment tout ça s'est mené, mais encore une fois la rivalité n'est pas vraiment n'est pas vraiment, je trouve, traitée comme une véritable rivalité, comme de vraies personnes qui sont tiré dans les jambes tout le long du film, quoi. Je n'ai compris qu'il y avait une rivalité qu'au bout de 2 heures de film, qu'après la bombe. Enfin, je n'ai compris qu'il y avait une rivalité qu'après. Et à la fin, on spoil ici, les enfants. Mais à la fin. Ouais, on peut spoiler. À la fin, on a un espèce de retournement de situation où en fait, on se rend compte que c'est Strauss, donc Robert Downey Jr., qui a manipulé absolument toute la situation pour piéger Oppenheimer et le dégager d'ici, parce qu'il avait une espèce de garde d'ego énorme, parce qu'il se rendait compte qu'Oppenheimer était en train de devenir peut-être l'un des hommes les plus importants de l'histoire du monde. Puis il s'est dit, comme c'est un très très gros conservateur, je trouve, et donc qui mise à fond sur le complot autour du supposé communisme d'Oppenheimer vis-à-vis de ses relations. Et là-dessus, c'est vraiment un des enjeux que tu comprends, parce qu'effectivement, ils t'ont tellement bourré de cette histoire de communisme qui est véritablement importante, je le pense. Et donc ça, c'est sûr que tu le comprends.
Et puis t'as Rami Malek qui pop pour dire Strauss, l'écoutez pas. En fait, ça, c'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport. On a dit qu'il y avait plein d'acteurs qui étaient méga connus. Ouais. Déjà, il y a un truc qui était assez taré dans le film que je pense que j'ai jamais vu ailleurs. C'est que t'as des acteurs triple A, je sais pas comment on peut dire ça. Je comprends ce que tu veux dire. Des acteurs qui sont sur des têtes d'affiche à chaque fois qu'ils sont sur une affiche. Déjà là, ils sont pas sur tête d'affiche. Et puis vraiment où tu les vois popper d'un plan à l'autre comme ça, mais vraiment où ce sont des personnages tertiaires. Mais c'est même but, tu vois, t'as Rami Malek qui était quand même, je rappelle, le grand méchant de James Bond, qui est du dernier film James Bond, qui est un acteur pareil de premier plan. Et tu le vois vraiment popper au bout d'une heure et demie de film comme ça et qui dit rien. Il est juste là à côté. Et puis t'as ça sur plusieurs, pareil pour d'autres personnages comme ça, où vraiment et ça me fume comment tu sens quand même que Christopher Nolan sait que il est pas du tout à aucun moment dans une démarche de regardez mon acteur, j'ai cet acteur là et le mettre en avant, le sublimer comme ça, à part pour Kylian Rami Malek récure les chiottes. Mais tu vois, c'est ça, il a cette espèce comme d'aura Christopher Nolan où déjà apparemment de ce que tu m'as dit, tous les acteurs ont baissé leur salaire. Il me semble que j'ai vu ça, ouais. Principalement Robert Downey Jr. qui touchait qui touchait des salaires phénoménaux avec Marvel et qui là, vraiment a réussi à faire. En fait, une histoire folle aussi autour de Matt Damon qui était qui avait des problèmes dans son couple. Je te jure que c'est vrai. Ah ouais. Qui avait des problèmes dans son couple, qui était en thérapie de couple, qui juste vraiment et qui faisait beaucoup trop de films et ça faisait vraiment chier sa femme. Matt Damon. Et là, Matt Damon avait promis du coup qu'il allait baisser le nombre de films qu'il faisait. Il a dit une exception, sauf si, je te jure que c'est vrai, sauf si Nolan m'appelle. Je te jure que c'est vrai, il y a une histoire, mais vraiment c'est vérifiable, tu regardes ça sur c'est vérifiable. Tu peux vraiment regarder ça sur si tu regardes un peu toutes les sources et tout, c'est quelque chose d'avéré et c'est fou la dimension de dément qu'a même à énorme acteur de pouvoir venir les faire venir dans son projet et de baisser considérablement leur salaire, surtout dans le cas de Robert Downey Jr. et vraiment les mecs sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir tourner avec Nolan, ce qui est important, ce qui est énorme, c'est la dimension du truc quoi. On s'en rend pas compte de la puissance du mec. En vrai, le calcul est assez logique quand il réfléchit. C'est-à-dire que déjà, tu es sûr de faire un très bon film parce que c'est Christopher Nolan. Ouais. Donc tu es sûr d'amener sur un film. On pourra dire ce qu'on veut d'Oppenheimer, c'est un film qui quand même, objectivement, est juste un très bon film en termes juste de points techniques et objectifs. Pas sûr que ce soit un très bon film. Je pense que c'est un bon film. Mais dans tous les cas, c'est un film qui est important. Et surtout, c'est un film qui s'inscrit. Oui, c'est un film qui est important. C'est un film qui est important et c'est un film qui s'inscrit dans une cinématographie. Et je pense que c'est ça aussi que regardent ces acteurs-là. Ces acteurs-là qui sont en effet déjà des icônes. Mais quand tu deviens une légende, quand tu t'inscris dans une autre légende, dans la légende d'un réalisateur, dans la légende que crée justement Christopher Nolan, c'est que c'est déjà une légende vivante, Christopher Nolan. Là, peu importe les films qu'il fait, il peut aller faire. J'entends. Il peut aller faire 3 films Marvel là s'il veut parce qu'il déconne et qu'il a pris de la coke. Il ne le fera jamais. Mais là, il est déjà dans la légende, le gars. Donc quoi qu'il fasse maintenant, ces films ont marqué l'histoire. Donc il y a un peu ce truc-là de quand t'es un acteur célèbre, tu veux t'inscrire dans une légende, dans la légende de quelqu'un qui déjà va faire un excellent film, va faire un film qui va rapporter de la thune et qui en plus va marquer l'histoire parce qu'il va faire un film qui est important, parce que Nolan est quelqu'un qui fait des films important. Faut le dire. C'est ce calcul-là qui est fait aussi, de manière générale. C'est pour ça que Robert Downey Jr., qui pouvait se payer des chèques de 30, 40 millions sur les Avengers par film, peut là se baisser. Et puis Oppenheimer a un budget de 100 millions, ce qui est vraiment très notable dans le paysage blockbuster actuel, sachant qu'une moyenne de Marvel, par exemple, on est sur du 200-230 millions en moyenne, en général. Tu regardes Mission Impossible sortie la semaine dernière, c'est 290 millions. 290 millions 290 millions de budget. Enfin, tu vois, c'est quand même stratosphérique. Barbie est à 200... est à un peu moins de 200. Je vais retrouver les chiffres, pardon, quand on va parler de Barbie dans l'épisode qui arrive. Mais il faut quand même noter, voilà, que c'est complètement en dehors de la production Oppenheimer, comme tous les films de Nolan. Et on va pouvoir en parler juste après, quand on va un peu plus s'attarder sur ce qui fait Nolan. Mais ça n'a, à chaque fois qu'il sort un film, il se dégage du paysage blockbuster général. Il fait des films à part, Nolan. Bien qu'il s'intègre dans un schéma blockbuster, il se met quand même totalement à part en termes de production, de budget, de casting. Il tourne en pellicule. Il sort ses films n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Enfin voilà, et pourtant. Il a un poids phénoménal. Mais il peut se permettre de faire ça parce qu'il a un poids phénoménal. Et c'est à ça qu'on reconnaît vraiment un auteur. C'est que vraiment le mec peut sortir totalement des carcans de l'industrie et tout le monde va le suivre. Parce que ce mec
pèse. Eh bien écoute, ça va pouvoir nous permettre de faire la transition vers la question du mois qui va porter sur Nolan. Chaud. Fight longer than possible without the most powerful impulse of this period, He said it was like the fear of death. going home. I've done nothing at school, I wanted to save Gotham. and I would do something one day. I failed. Oh, you're not prepared for this. I have to let you go. Come back with me. Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Christopher Nolan, maintenant, tout le monde le connaît, c'est indéniable. Il a un poids phénoménal dans l'industrie, comme on vient de le dire juste avant dans la partie critique. Et cette petite partie-là, cette partie plus débat autour de l'œuvre et de l'auteur, j'aimerais parler de Nolan concrètement et de son poids et surtout de sa place dans les grands noms, dans la grande liste des grands réalisateurs influents. Est-ce que ce mec, de par toutes les œuvres qu'il a pu produire, qu'il a pu réaliser, est-ce qu'il rentre vraiment dans cette liste très fermée des réalisateurs les plus influents, peut-être les meilleurs réalisateurs de sa génération pour sûr, mais peut-être même un peu plus que ça. Est-ce que ce mec-là, on peut le placer, par exemple, comme un Spielberg à son âge? Tu vois, Spielberg avec 50 ans. Est-ce que Christopher Nolan est comparable à un Spielberg il y a 50 ans, de ses 50 ans, quoi. Est-ce qu'il a cette aura-là? Est-ce qu'il peut vraiment atteindre ce truc-là, de par les proportions que prennent chacun de ses films? Je pense que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Donc, je commencerai par déjà te poser la question simplement, toi Maxime, est-ce que globalement, toi, de ce que tu as vu, de ce que maintenant tu connais de cette aura, tu pourrais le placer parmi ces grands noms-là? Moi déjà, je vais parler de mon point de vue un petit peu par rapport à Nolan. C'est que c'est un cinéaste que j'ai découvert quand même assez tard, personnellement. Ouais. J'ai pas un rapport comme toi aussi lié à l'enfance et lié à... Pas à l'enfance, mais peut-être à l'adolescence. À l'adolescence. Vraiment autour des 14-15 ans. C'est ça. J'ai pu découvrir un ou deux de ses films pareil à cette époque-là, mais moi c'est plus autour de mes 16, 18, 20 ans que j'ai vraiment commencé à regarder des films du gars. Okay. J'ai vraiment commencé à me dire, ok, le mec a un système formel, le mec a des thèmes qui reviennent, le mec en fait c'est un auteur, c'est un réalisateur. D'accord, ok. Ça c'est établi. Et personne, je pense, ne remettra ça en question, déjà. Juste de base, Christopher Nolan, c'est un auteur. C'est un mec qui fait du blockbuster, c'est-à-dire des films à gros budget destinés à un très large public. Et en même temps, c'est un auteur. C'est-à-dire que dans tous ces films, il y a des thèmes qui reviennent. Ça, je pense, ce sont des points qu'on peut déjà bien placer et sur lesquels c'est très compliqué d'être en désaccord. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, j'ai pas ce rapport-là avec Christopher Nolan très intime par rapport à ses thèmes et par rapport à ses films. Moi, j'ai juste mes autres films à moi et je regarde ça de loin. Pourtant, je trouve tous ces films assez grandioses. Il y a eu aucun film de Christopher Nolan où je me suis fait ok, ça c'est profondément merdique. Je trouve quand même qu'il arrive à chaque fois de proposer, du coup, d'avoir une proposition, de arriver à nous tenir en haleine tout le long du film. Même Oppenheimer, là, ça y est, c'est 3 heures, on a eu beaucoup de défauts. Le film, quand même, on se fait pas chier pendant 3 heures. Et on peut le noter. Donc vraiment, il a un savoir-faire. Il a un vrai savoir-faire technique de par la réalisation, de par, en effet, les gens qui l'accompagnent, la musique, les acteurs. Et il a marqué aussi plusieurs de ses films dans l'histoire et dans la culture populaire. Et je pense qu'en termes de réalisateur du 21e siècle, la question ne se pose même pas. C'est évident. En termes, si juste on englobe le 21e siècle, les films de Christopher Nolan sont immenses par rapport à ce qu'ils ont apporté. Juste, on peut remonter sur The Dark Knight. C'est peut-être... The Dark Knight est venu tu vois, juste avant l'énorme vague Marvel super-héros qu'on a eu depuis maintenant bien une quinzaine d'années, qui a commencé avec Iron Man, qui était à peu près la même période que The Dark Knight. J'irai vérifier. Mais pourtant, The Dark Knight reste encore aujourd'hui comme un des meilleurs films de super-héros indétrônables, de par, tu vas aller voir les listes de films sur Sens Critique, sur Rotten Tomatoes, sur ça en général. C'est quand même un des meilleurs films de super-héros qui est sorti, malgré, il y en a dû avoir une bonne centaine de films qui sont sortis depuis sur les super-héros entre-temps. Entre les Marvel, les DC, tout ce qu'il y a eu autour. Et tu vois que le mec arrive à faire un truc indépassable, un truc qui reste dans l'histoire. Et puis aussi le phénomène Heath Ledger avec, pareil, on a eu des incarnations du Joker, on en a eu plusieurs. Et Heath Ledger a marqué définitivement le game avec son apparition. Et avec en plus son malheureux décès qui a marqué en plus la légende. On regarde Interstellar, c'est aussi culturellement quelque chose qui a immensément marqué, de par les dialogues, de par les scènes, de par la musique. Elle est reprise partout, la musique. Enfin, je veux dire, pour une personne comme moi... L'empreinte est énorme. Pour une personne comme moi, qui vit au 21e siècle, qui est 24 ans,
et qui s'intéresse un petit peu au cinéma, je veux dire, j'essaie de me dire que je m'intéresse, j'essaie de me mettre dans un truc à peu près normal, enfin à peu près moyen. Christopher Nolan a évidemment influencé beaucoup de monde, énormément de monde. Donc déjà, il a cette espèce de position, en fait, de cinéma à la fois populaire et en même temps, c'est un auteur. Et ben c'est là que je vais rentrer dans le côté un petit peu plus, précis dans sa mise en scène, tout ça. Par exemple, je vais te donner un exemple. George Lucas, c'est quelqu'un qui est énormément rentré dans la culture populaire, qui a une influence énorme. Pour autant, je pense qu'on est plus ou moins d'accord tous les deux pour dire que ce n'est pas non plus un très très bon metteur en scène, ni même un très très bon directeur d'acteur. C'est pas un très... Et pour autant, il a cette influence aussi. Ouais. Comment on pourrait, par exemple, dire comment on pourrait, par exemple, convaincre que Nolan, lui, ça n'est pas ça? Bon, évidemment, déjà, c'est parce que tout le monde joue bien dans ses films. Ses films sont souvent, rien qu'au niveau des dialogues, souvent très bien écrits. Effectivement, mais comment, tu parlais il avait un système formel. Comment est-ce que toi, tu pourrais le traduire? Le système formel de Nolan. J'ai un peu parlé tout à l'heure de ces thèmes, de par la fatalité. Ok, d'accord. Je pense que le premier terme, pensons très simplement, qu'est-ce qui nous vient en premier quand on vient de Nolan? Déjà, c'est le temps. Ok, c'est vrai. Je pense. C'est justement, j'allais venir au concept, moi. Ouais. Quand j'avais parlé je te laisserai finir, mais en système formel évident, que je pense qu'on peut classifier vraiment dans les marques, dans les caractéristiques de Nolan, c'est ces concepts, toujours d'amener un concept, et en ça, c'est un système formel. Ouais. Par exemple, Tenet qu'on pourrait trouver plat ou quoi que ce soit dans le mise en scène, non, t'as jamais vu des mecs se battre à l'envers. T'as jamais vu ça. Genre un mec qui se bat à l'endroit, un mec qui se bat à l'envers, ça fait partie du système formel de Nolan par son concept. Radical souvent aussi. Ouais. Et justement aussi, quand tu vas voir Inception, on reprend pareil, tu vois, juste Inception, le terme du mot, je t'ai fait une Inception, pardon, c'est un terme qui est rentré dans la culture populaire, enfin voilà, c'est hyper culte maintenant le mot Inception. Ouais. Ça remonte. Et il est surtout là aussi pour parler d'un truc compliqué. Et en chaque plus, fois qu'on veut, c'est un peu Inception ton truc, c'est l'adjectif pour dire tu fais un truc compliqué. C'est ça, mais tu vois, donc, tiens, ça c'est important de le noter aussi. Christopher Nolan est aussi considéré comme un réalisateur qui fait des films compliqués. Ouais, c'est sûr. On le met aussi sur notre petit tableau. Ouais, complètement. On le met sur notre tableau, ça. Et on a bien évoqué, on va y revenir. Et en effet, tu as raison, à chacun de ses films, ou presque à chacun quand même, il a un concept qui à la fois est thématique et formel. En effet, avec Inception justement, avec ce mouvement de ralenti qui vient au fur et à mesure que tu rentres dans les rêves, et ben le ralenti se promeut. Et puis il a pas mal justement aussi de jouer avec les miroirs, l'immense scène où t'as la ville qui se retourne. Enfin voilà, ce sont des concepts à la fois thématiques et visuels. Évidemment, Tenet. Pause. Mais je t'en prie. Mais donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il a cette espèce aussi d'aspect de... c'est un faiseur aussi d'images. Il a marqué avec des images. Le trou noir dans Interstellar également. La 5e dimension, comment il la représente. 4e. Excuse-moi. La 4e dimension, comment il la représente. Même dans Memento, le système est très simple. Pourtant, Memento, ça reste que c'est très efficace et c'est très radical. Raconter un film à l'envers... Ça, c'est radical. Une partie à l'endroit, une partie à l'envers. Une partie à l'endroit, une partie... Non, totalement à l'envers. Non. Ah ouais. T'as une partie en couleur qui est à l'endroit et l'autre en noir et blanc à l'envers, ou inversement. Je sais plus c'est lesquels des deux, je me rappelle plus. Mais en gros, la fin du film, c'est le milieu de l'histoire. C'est un bazar. Voilà, c'est compliqué. Ça fait complètement partie du système formel. Ça en fait complètement. Voilà. Il faut noter aussi une utilisation thématique de sa mise en scène qui peut parfois être très minimaliste. Il est vrai qu'on est loin d'un Spielberg qui, à chaque mouvement de caméra, qui vient se rapprocher d'un personnage, ou sans, par exemple, c'est un exemple, ou sans éloigner, vient toujours caractériser une émotion qui vient nourrir le sous-texte de son scénario. C'est vrai qu'avec Nolan, parfois, on peut se dire qu'il y a trop peu de ces idées-là. Il y a trop peu cette volonté de véritablement nourrir le thème de son film, de sous-texte, par la mise en scène, par l'interaction de ces acteurs avec le décor, de ces personnages avec le décor, par ces mouvements de caméra et tout. C'est vrai qu'il est, il faut le dire, dans un minimalisme dans sa mise en scène qui va souvent essayer de garder le plus important de ce qui se passe, par exemple une scène d'action dans le même plan ou dans le moins de plans possible. Il veut garder une certaine grandeur vis-à-vis de ça, et ça c'est une idée de mise en scène, mais qui, dans le côté autorisant et tout, l'est peut-être moins, comme je le disais, d'un Spielberg ou d'autres metteurs en scène de ce type-là.
Mais pourtant, il faut dire que l'idée se transmet quand même. Ouais. Bien que si je trouve que c'est moins impactant qu'un Spielberg ou que le cas d'école qui est Hitchcock ou quoi que ce soit. C'est pas la même direction. Il est moins dans cette idée-là et il est plus dans sa construction de son film autour de son concept. Ouais. Et c'est à la fois pour ça que beaucoup de gens l'aiment et que aussi beaucoup de gens le détestent. C'est aussi une direction un petit peu, comment dire, de juste d'âme, de personnalité entre les deux réalisateurs. Tu regardes Spielberg, c'est un conteur d'histoire. C'est quelqu'un qui vient pour t'émerveiller. Tu vois, mais qui utilise plus le langage cinématographique que Nolan, selon moi. Je ne dirais pas qu'il l'utilise plus, il l'utiliserait différemment. Nolan, c'est un mathématicien. Nolan, il est beaucoup plus froid, il arrive, il a cette dimension froide, en réalité, il est très intime, mais il, quand même, de prime abord, est assez froid dans ses cadres. Quand tu le compares à un Spielberg qui te fait des mouvements de cam de l'espace, la fameuse Spielberg face, vraiment, il vient aller capter l'émerveillement. Alors que là, Christopher Nolan, tu vois un plan où il te fait un plan fixe comme ça, de personnages qui pleurent, et c'est bouleversant, mais dans une autre dimension. Et tu vois, tu vois Syncopy, la boîte de production de Nolan, justement. Tu vois, c'est un mélange c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe de casse-tête comme ça. C'est vraiment exactement ça. Nolan, en général, ses films sont des casse-têtes. Ses films, ce sont des films qui sont quadrillés, millimétrés, pour que tu comprennes. Une bribe d'information là, c'est presque un cinéma qui vient de parler à son subconscient pour que tu comprennes et que tu as compris sans avoir compris. Enfin, voilà, c'est un cinéma qui vient te parler à cet endroit-là, alors que vraiment, Spielberg, c'est The Entertainment King. C'est le mec qui vient aller prendre tout le monde, faire un gros paquet d'émotions et venir nous embarquer dans son petit univers de petits pirates à la Peter Pan et puis nous faire kiffer nos races. Mais ce sont pas, je dirais pas plus et moins, c'est vraiment deux démarches extrêmement différentes. Et pourtant, ça n'empêche pas que les deux sont de très bons auteurs. Parce qu'ils ont quelque chose à raconter et qu'ils ont adapté leur mise en scène à ce qu'ils veulent raconter. C'est vrai, ça, pour le coup, c'est indéniable. Ils adaptent leur mise en scène à ce qu'ils racontent. Et je pense encore plus dans le cas de Nolan, d'ailleurs. Oui. Mais oui. C'est intraitable. Oui, aussi, il y a un truc qui me semble assez important qui est à noter en termes aussi d'expérience de spectateur. C'est-à-dire que Nolan... J'aimerais un peu approfondir l'idée de films compliqués chez Nolan. Parce que c'est un truc qui revient tout le temps. T'as vu Inception, c'est compliqué. T'as vu Memento, c'est compliqué. T'as vu même les Dark Knight, encore c'est les plus populaires. Mais pourtant, il y a plein de dimensions dans le film que tu peux pas comprendre au premier visionnage. Et tous ces films après, c'est ça. Tenet aussi, c'est le plus compliqué peut-être. Et Interstellar également. Ce sont des films qui ne sont absolument pas faits pour être vus une seule fois. La plupart des films de Nolan, et ça c'est quelque chose quand même je trouve qui est important à noter, ils sont faits pour être vus plusieurs fois. Ils sont faits pour être goûtés, regoûtés, revisionnés, remâchés et réinvestis. Est-ce que c'est une dimension qu'il offre au film ? Parce que je pense pas que ce soit dans une bonne démarche de le faire pour le regarder plusieurs fois. Si on le fait dans l'idée que si on le regarde une deuxième fois c'est encore mieux, pourquoi pas ? Si on le fait dans l'idée qu'il faut le regarder plusieurs fois, je suis sincèrement pas sûr que ce soit une bonne démarche, tu vois. Alors ça, je sais pas. Et encore moins une démarche autorisante. Alors ça, je sais pas. Moi, je trouve pas la démarche totalement nulle ou inappropriée par rapport au contexte actuel. Enfin, peut-être inappropriée par rapport au contexte actuel parce que on est aujourd'hui dans un commerce de cinéma où tu consommes du film et tu vas le voir une fois et puis tu l'as consommé et t'en vas. Mais des gens qui vont deux fois au cinéma voir deux fois le même film, c'est le 0,01% qui fait ça. Aller voir deux fois le même film au cinéma. Genre nous. Genre nous. Mais tu vois, on va parler de Barbie après. Barbie, je l'ai vu une fois, je vais pas aller voir deux fois, j'ai tout compris. Enfin, j'ai tout compris. Bref, au débat. Non, mais la plupart des films, les Marvel, bref, je vais pas réétaler un nombre infini de films. Tu vas les voir une fois parce que tu as payé ton ticket de cinéma et il faut que les informations soient claires, soient établies, que tu l'aies vu, t'aies pris ton popcorn, t'es kiffé et t'as consommé l'expérience. Et vu qu'on est dans un flow avec les plateformes, avec le cinéma, où t'as énormément de contenu qui sort toutes les semaines, tout le temps, que tu vas jamais aller voir deux fois la même œuvre. Pourquoi tu perdrais ton temps à faire ça ? Et ben Nolan, lui, justement, a cette démarche à contre-courant. Vous dire, nique ta race. Non, vraiment, tu veux comprendre mon film, tu veux t'intéresser, je t'ai fait un casse-tête. Ce film-là, les films que je fais, ce sont des casse-têtes. Tu peux le regarder deux fois. Et alors, tu vas... Si t'en as l'envie. Exactement. Si tu en as l'envie, si tu veux faire une démarche, vraiment, d'aller au bout de ce que j'ai à te proposer, et ben moi, je te propose plusieurs visionnages pour le voir. Parce que tu ne peux pas comprendre au premier visionnage. Tenet, tu ne peux pas. Et Interstellar, tu vas louper énormément de choses. Tu peux réinvestir ces films et c'est ça où moi je pense que peu importe ce qu'on pense de ce que ça implique dans le paysage audiovisuel actuel, à mon avis ça participe à rendre ces films cultes
ça participe vraiment à Ouais. rendre ces films Ouais. historiques Ouais. et qui gardent dans l'histoire. Parce que tu vas les regarder dans 10 ans et tu dis, putain, le con, il avait raconté 5 niveaux de lecture en dessous. Putain, trop bien. Et je pense que Je il a pense cette qu'il y capacité-là. a cette dimension d'easter egg, cette dimension de petits détails gratifiants. Mais alors, de là à aller trouver d'autres niveaux de lecture dans une... On peut en comprendre un peu plus, je suis d'accord. Mais est-ce que ça vient pour autant nourrir un sous-texte, d'autres niveaux de lecture? Je sais pas. Je pense pas à tous ces films. Je pense pas tous ces films. pense pas tous ces effectivement, films. pas tous ces films. Ouais. Je repense à Interstellar, je pense que oui, par exemple. Là, il y a des... Interstellar, on l'a revu dernièrement, il y a un mois. On l'a revu il y a un avec mois. les 100 ans de la Warner, mais Et on a fait, waouh, c'est magnifique. Il y a plein de incroyable. choses que, effectivement, tu comprends l'intention de certains au revisionnage, et c'était véritablement magnifique. Je pense que c'est le mot magnifique. C'était une Magnifique. séance incroyable. Moi, que je l'avais pas vu au cinéma d'ailleurs la première fois. Non, non que j'ai plus, vu, j'avais pas vu aussi. Et là, de le revoir au cinéma, bon, malheureusement, c'est pas en 70 mm IMAX, désolé. Oh, pardon. Désolé, c'est pas en 70 mm 15 perfo. Je suis désolé, Nolan. Mais tu vois, je l'ai vu en regarde. scope à l'UGC Léal. Tu vois, ça c'est aussi très intéressant ce que tu notes là, sur le fait qu'il tourne La captation, là, dans cette captation-là pour... Déjà, ça, lui, c'est un vrai débat aussi. déjà, lui, il fait des films pour le cinéma. Il fait pas des films pour les plateformes, il emmerde les plateformes, c'est ce qu'il a toujours... C'est pour ça que c'est pareil de Warner. Il fait des films pour le cinéma, pour le grand écran, et il le fait déjà en pellicule, ce qui a aucun sens aujourd'hui techniquement de le faire en pellicule, si ce n'est une démarche engagée. Engagé, oui, c'est un véritable débat. Je sais pas si personnellement je pourrais apporter une réponse à ça, mais c'est vrai qu'il faut retourner en... Parce que lui, il tourne en le véritable IMAX, c'est-à-dire qu'il tourne pas avec une caméra numérique IMAX, gonflée pour l'IMAX, tout ça, et où il tourne véritablement avec la pellicule 70 mm à impression horizontale. Le truc est énorme, la surface d'impression est gigantesque. Il tourne dans le vrai IMAX, et je crois que c'est ce film-là, je crois qu'il est véritablement tourné entièrement comme ça. Ouais. Tu vois, parce que Tenet et tout, t'as genre 80%, pareil pour Dunkerque, t'avais genre 75-80%. Je crois, si je dis pas de conneries, que là on n'est pas loin des 100% du film tourné de la sorte. Bah, je crois parce qu'il a fait toute la promo du film en disant j'ai fait aucun effet spéciaux. Ah oui, en plus, oui, puis il y a ça aussi. Et il y a ça aussi qu'on n'a pas parlé, qui était quand même assez gros et assez lourd dans la promo. J'ai fait aucun effet spéciaux, j'ai fait aucun une vraie effet bombe. spéciaux, ouais. Mais voilà, il veut le faire sans effets spéciaux, sans artifice, il veut quand même avoir une démarche. Il y a une dimension puriste. Et ouais, alors qui va même jusqu'au du coup, voilà, au support de captation qui, moi, je trouvais un peu abusif. Je pense qu'aussi on écoute sincèrement tous les gros chefs opérateurs tous les gros chefs opérateurs, toutes leurs dernières œuvres, elles sont en numérique. Toutes les plus belles photos dernièrement, c'est au moins de ces 5 dernières années, toutes celles qu'on peut notifier, elles sont tournées en numérique. Ouais. Je pense pas que l'effet grandiose que tu as au cinéma, moi, Interstellar, on l'a eu, on l'a regardé sur un DCP en 2K, sur un écran en scope relativement grand à l'UGC, tu vois, c'était pas C'était pas non plus ça nous a pas empêché de chialer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, t'es éclaté au sol à la fin, c'est pas rien. Je comprends la démarche, mais je trouve en plus que Nolan, quand il en parle, je trouve qu'il dessert son truc, en fait. Je crois qu'il ne sait pas vraiment de quoi il parle. Je pense qu'il dit, en fait, vous savez, en 70 mm, c'est un équivalent de définition qui n'a jamais été égalé par le numérique, hein. C'est presque du 18K. On s'en branle. En fait, c'est du 18K, je m'en branle, en fait, tu vois. À partir de 8K, tu fais plus du tout la différence. C'est tellement défini. Non, mais on peut faire du 18K, en fait. C'est ça que tu comprends. En fait, tu comprends, on peut faire du 18K, on s'en branle. Non, c'est pas tant un argument que ça. Il y a tellement 20 cinémas, mais encore dans le monde, qui peuvent projeter du en France, t'as que celui de Montpellier qui est véritablement dans le ratio de cadre de l'IMAX 70 mm, il me semble. Et c'est tout, tu vois, rien qu'en France. Ça me rappelle le débat qu'on a eu, tu sais, avec le HFR et Avatar qui était arrivé comme ça, là. Et déjà que ça provoquait débat sur est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on le voit pas. Pour le coup, je trouve que le choix de Nolan est plus cohérent parce que c'est tout son film. Ouais. Là où dans Avatar, Cameron, il a mis non, tiens, je vais repasser en 24 FPS là. Et pourtant, très peu l'ont remarqué pourtant, tu vois. Moi, ça m'a sauté les yeux. Et je prétends pas être un puriste en plus. Ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais ça rame ton film là en fait. Tu sais que toi, Axel, je pense que t'es un Christopher Nolan en puissance. Je pense que d'ici 10-15 ans, toi, t'es dans le même délire. T'es dans le même délire là, comme ça, à faire à tourner avec une pellicule en 18K
Bah non, justement. Pour kiffer. Bah non, ça me ferait beaucoup rire. Non. Non, je le dis. Ton film, on l'a tourné en ProRes 4K, c'est très bien, tu vois. C'était nickel. C'était très bien. C'était très bien. Sûr, c'est pas on peut pas, on compare pas, bien sûr que oui. Mais non, moi je suis pas dans l'idée de potentiellement plus tard faire des films. Tu vois, on me demande, bah voilà, ton film, t'as soit le choix de le tourner pour les connaisseurs peut-être qu'ils comprendront un peu, tu as le choix de le tourner en Alexa 35 ou en 35 mm, en pellicule 35 mm. Je vais dire, bah non, je suis pas de chef-op, mais je vais dire, non, on va tourner en Alexa 35. C'est ce qu'on nous permet maintenant, le digital. Mais c'est tellement plus arrangeant. Et je trouve que l'expérience, peut-être que c'est parce que je suis encore trop jeune, j'ai que 25 ans et tout, et peut-être que je me trompe là-dessus, hein, je suis parfaitement disposé à croire que ça se trouve dans 5 ans je vais changer d'avis quand ma carrière aura plus évolué. Mais même là, on me donne le choix de potentiellement tourner en pellicule. Je fais non. Et je suis sûr en plus que Nolan, il maîtrise pas vraiment son sujet autour de cette volonté de tourner tout le temps en pellicule. Et puis surtout, c'est un sujet technicien, c'est pas un sujet public. Mais surtout quand t'entends, tiens, j'ai vu une conférence du chef-op de Todd Phillips qui a fait la lumière du coup de Joker. Il dit, mais regardez tous les films là dernièrement qui ont l'Oscar de la meilleure photo. Alors c'est pas parce qu'ils ont l'Oscar de la meilleure photo que c'est véritablement la meilleure photo, hein. On connaît les Oscars, mais tu regardes les Greg Fraser, les Roger Deakins, les Darius Khondji, énormes chefs opérateurs, peut-être les trois chefs opérateurs les plus connus et les plus connus de l'époque, avec Hoyt van Hoytema, du coup le chef-op de Nolan. Ils font partie des plus connus et ils tournent en digital, quoi. Bah oui. Et l'expérience n'en est pas moins grandiose ou quoi. Mais oui, alors moi je trouve quand même. Et il me semble qu'en plus que Hoyt van Hoytema, putain, son nom est compliqué. À lui, par contre, suivi Nolan dans l'idée, non, rien n'égalera jamais ça et tout, certainement. Mais je suis pas sûr que ça serve le propos de ton film. Mais surtout, tu vois, voilà. C'est un peu ce truc-là à la fin où on s'en fout, allez-y, faites-vous kiffer. T'as les moyens. Faites-vous kiffer. Peut-être qu'un jour, si je peux autant me faire kiffer, peut-être je vais dire, allez, vas-y. C'est ça, tu feras ça. Mais c'est vrai, c'est un move de fin de game, tu vois, vraiment en mode, allez, pour le fun, avec une main dans le dos, et puis. Mais enfin, voilà, c'est un sujet qu'il faudrait dédier à une vidéo complète, ce débat autour du tournage en film. Mais voilà, je pense que du coup ça nous a permis de vraiment faire un bon tour de ce qui caractérise Nolan et de son empreinte dans le cinéma actuel. Je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter. Bah non, sinon c'était surtout sur le qu'est-ce qu'on finalement, toi et moi, dans ce qu'on vient de dire, on tombe déjà assez d'accord. On a évoqué quelques points. On est d'accord sur le fait qu'il est très très influent. Il est très très influent, et surtout on a vraiment souligné à quel point il avait une place à part, où vraiment c'est un réalisateur qui est important, parce que déjà des grands acteurs vont baisser leur salaire pour tourner avec lui et ils le veulent absolument, quitte à quitter leur femme. Non, il a pas quitté sa femme. Je rigole, je fais la vanne. Tu vois que il a les moyens pour avoir des caprices, on peut dire, en mode je vais tourner en pellicule 18K parce que j'ai envie et puis vous allez me suivre. Il va aller à contre-courant de l'industrie et les gens le suivent quand même. Il fait des films à part tous les 3 ans avec R-rated R, et pourtant ça marche du feu de Dieu. On voit bien qu'il a une place complètement à part de l'industrie et que tout le monde le suit. Oppenheimer est rated R. Et rated R. Putain, c'est vrai. C'est le meilleur démarrage pour un film rated R depuis très longtemps, je crois. Je vais pas en dire plus, j'ai pas les stats. Okay. Mais on voit à quel point il est en dehors de l'industrie et que peu importe ce qu'il fait, tout le monde va le suivre parce qu'il a un nom. Donc déjà, juste concrètement, et par les effets qu'on a nommés, les points qu'on a nommés dans son système formel, on voit un peu déjà ce qu'il définit et en quoi il est un peu à part, en quoi il se démarque. Pourtant, c'est vrai que malgré tout ça, et on terminera là-dessus, mais il y a quand même pas mal de détracteurs et il y a quand même pas mal de reproches qu'on lui fait, et c'est quelque chose peut-être que tu peux amener sur les reproches qu'on a pu lui faire, parce que moi je suis un peu moins au courant des reproches qu'on fait à Nolan. C'est principalement le concept en lui-même, quoi, le concept qui déshumanise finalement un petit peu ces personnages, au profit qui triomphe au profit de l'humanisation de ces personnages, qui est qui mène à l'argument de la froideur dans sa réalisation, quelque chose que j'ai toujours essayé de contester, parce que j'ai toujours perçu dans ces films, effectivement, je vois ce que les gens disent dans le côté froid, mais je veux dire, ça ne peut pas être résumé que à ça. Non, mais là,
En revanche, depuis ces 2 derniers films, malheureusement, il donne beaucoup d'arguments là-dessus parce que je trouve qu'il délaisse ses personnages. Depuis ces 2 derniers films, il délaisse ses personnages. Ouais, On pourrait même aller jusqu'au 3e avec Dunkerque, mais Dunkerque qui est vraiment le concept. C'est un film de guerre. Il y a pas, on va mettre 5 dialogues et c'est vraiment de l'avion à tic-tac tout le film et tout, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Mais voilà. Mais là, je trouve que malheureusement, ce qui est dommage, c'est que voilà, depuis ces 3 derniers films, il nourrit cette idée-là qu'il y a un côté beaucoup plus froid qui est apporté. Des personnages aussi, il y avait aussi cette critique des personnages très peu caractérisés. Ouais. Par exemple, c'est vrai que dans Inception, DiCaprio, il y a encore des gens qui disent ça, je trouve qu'ils abusent. C'est vrai qu'il vit il est pas ultra caractérisé. Tu sais qu'il a sa femme, qu'il a eu ce truc-là, et puis il veut revoir ses enfants. Tu sais que t'en sais pas trop plus. Mais je veux dire, tu comprends autour du film, tu comprends le poids que ça a, le poids dramatique que ça a. Donc, et puis c'est vraiment réalisé pour que ça ait un poids dramatique. Et d'ailleurs, ce qui m'a méga surpris, c'est quand j'ai vu du coup la vidéo de Combini là sur le Vidéoclub. Je crois, est-ce que c'est le Vidéoclub de Combini ou c'est la vidéo d'Hugo Décrypte, l'interview de Nolan, où j'entends Nolan qui me dit qu'il est fan de réalisateur de Tree of Life là, Terrence Malick. Je fais quoi? Nolan qui est genre, c'est vrai, tellement, j'ai l'impression l'opposé moi. Ah ouais, non, je pense pas. Dernièrement avec Oppenheimer et Tenet, je me dis attends, Terrence Malick, genre je sais pas. Ah non, je comprends, je peux comprendre Terrence Malick dans l'idée justement d'avoir déjà, je crois que c'est en pellicule d'ailleurs, je crois, les films. Oui, allez, j'arrête tout ça. Mais dans l'idée, tu vois un peu cette espèce de, je pense que c'est le travail du silence, le travail justement de ce que tu peux noter chez Nolan ou alors chez Terrence Malick, du silence ou alors de cette musique lancinante, tu vois, de cette espèce pareil de temps qui passe, de fatalité du temps qui passe, de destin qui s'amène, que les événements évoluent, continuent et que l'histoire continuera un petit peu. Il y a cette espèce, j'ai que le mot fataliste qui vient depuis tout à l'heure. Je vais arrêter de le répéter, mais j'en trouve. On a compris l'idée. Ok. On a compris un petit peu ce qui vient, mais je comprends pourquoi Terrence Malick pour vous. D'accord. Mais enfin voilà, les arguments autour des points négatifs de Nolan tournent beaucoup autour de sa non-étude de certains personnages, leur non-caractérisation et du coup ce qui en découle un peu de froideur. Et voilà, pour conclure, je dirais que malheureusement avec ces 3 derniers films, il valide un peu ça quoi. Et c'est comme toujours quelque chose sur lequel j'ai énormément voulu le défendre parce que je trouvais ça véritablement factuellement faux. Mais là avec ces 2 derniers films, écoute, je vais relever un dernier truc qui m'est très personnel pour le coup. Déjà, je pense pas que le fait que la froideur soit vraiment quelque chose de négatif. Je pense que Si, moi je pense. Si c'est une froideur liée à une non-étude de tes personnages. En fait, moi je pense pas que c'est une non-étude de personnages. En fait, je pensais ça trop faible. Étude trop faible. Et moi je sais pas, je suis pas totalement d'accord avec ça. Il y a un très juste équilibre que Nolan arrive dans certains films, pas dans tous. C'est que Nolan, je pense, il arrive par rapport à cette froideur et par rapport à ces plans très fixes et ces silences ou ces musiques très lancinantes qu'il peut placer, cette mise en scène qu'il met en place autour des personnages. Moi, je trouve justement qu'il arrive à donner la consistance dans ces personnages dans les silences, dans la froideur, dans le temps qui passe. Et qu'il arrive justement à avoir cette justesse d'aller capter l'instant de craquage ou l'instant où les personnages vont vraiment arriver à sombrer. Mais je trouve qu'il arrive à énormément les développer dans les silences. À énormément les développer dans ces moments où il ne se passe rien. Tu vois, juste dans The Dark Knight, quand tu vois Batman, Bruce Wayne qui a enlevé son casque, qui est assis sur un canapé, puis t'as devant le grand building, et que tu le vois la caméra qui avance comme ça, et puis le plan parle de lui-même, le silence est pesant, d'arriver à juste capter après dans Interstellar des moments de pure émotion. Je trouve qu'il arrive en général quand même à bien amener cette espèce où il sous-entend beaucoup plus qu'il raconte l'émotion sous-jacente des personnages, le drame intérieur des personnages. Dans ces exemples de films-là, je suis parfaitement d'accord avec toi, et c'est ce sur quoi j'aimerais le défendre. Mais voilà. C'est les arguments d'ailleurs que j'ai toujours utilisés. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi là-dedans, et c'est pour ça que je dis que je trouve que justement ces silences et sa froideur raconte beaucoup, et je trouve qu'Interstellar est le meilleur exemple. Elle devient bouleversante. Ce silence et cette froideur de l'espace devient bouleversant par rapport à l'intimité des personnages qui en est l'opposé, et cette chaleur. Et du coup, je veux dire que voilà, ça raconte quelque chose aussi. Il faut pas être un Spielberg et être en mode regardez, on s'aime, on se fait des câlins dans le soleil, machin, pour dire qu'on s'aime. Enfin, c'est aussi il arrive par rapport à ce je l'ai déjà dit 3 fois, à ce lancinant. Voilà.
Donc, mais je suis d'accord avec toi. On a fait un très... Mais oui, je suis d'accord avec toi, je sur pense les derniers films, c'est plus compliqué. Et c'est bien qu'on ait aussi parlé de la pellicule. C'était vraiment le dernier truc pour parler de Nolan. Si on ne pouvait pas ne pas parler de son utilisation de la péloche. De la péloche. Et bah du coup, je crois qu'on va pouvoir passer à la toute dernière partie qui est la reco. Je ne sais pas si on a trouvé une entre temps, mais voilà, on se retrouve pour la dernière partie. Et donc, je vais commencer par la mienne. Si ça te va, Max ? On commence par la tienne. Et ben moi, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est The Social Network. This is our time. You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy. Your best friend is suing you for $600 million. As for the charges, I believe I deserve some recognition from this board. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? Et donc oui, moi je trouve que Social Network est vraiment un film similaire sur beaucoup de points avec Oppenheimer. Tout simplement, on est à la genèse d'un projet qui a changé un peu les interactions sociales, hein, c'est le cas de le dire. Oui. On a là deux choses extrêmement importantes, deux genèses de projets extrêmement importants, avec un récit qui se veut, d'une certaine manière, un peu similaire. Alors, il n'est pas aussi marqué que pourrait le faire Nolan dans Oppenheimer, avec le moment en noir et blanc et le moment en couleur, où on pourrait distinguer véritablement la chose. Ce n'est pas dans le film de Fincher, du coup, où on suit donc du coup la genèse de Facebook avec en même temps le procès qu'il a avec son collaborateur du début qui est donc le personnage de c'est Mark Zuckerberg et comment il s'appelle son collègue, bref, il est joué par Andrew Garfield, mais putain, j'ai oublié le nom, il vient de c'est un mec du Singapour. Ça traite en parallèle à son procès avec son collègue, et c'est il rattrape tout ce que Oppenheimer n'a pas pu faire dans son écoute des personnages, dans son traitement des personnages, et ce dans quoi ce sont vraiment ces personnages qui font avancer la chose, là où c'est pas vraiment, là où je trouve que dans Oppenheimer c'est un peu le concept qui fait avancer le Spielblick si je puis dire. Là c'est vraiment le côté très humain, le côté très parfois les mauvaises facettes de l'être humain qu'on a tous forcément. Là on a le héros de l'histoire qui est donc Zuckerberg, qui est loin d'être on est loin d'avoir un point de vue unidirectionnel comme on pourrait l'avoir avec le point de vue de Nolan sur Oppenheimer. Là où on a l'impression que c'est plus le concept dans le film Oppenheimer, là c'est vraiment l'humain est au centre de la chose, l'humain dans ses meilleurs côtés comme dans ses plus mauvais, avec le côté un peu par exemple typiquement le point de vue autour du personnage de Zuckerberg par Fincher est beaucoup moins. Là on sent que tout n'est pas tout beau tout rose dans sa vision de Zuckerberg, et on comprend, même si c'est un film sur lui, à quel point c'est pas si facile que ça, c'est très humain, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement bien écrit, c'est un des meilleurs scénarios portés à l'image, et voilà, je ne peux que vous le conseiller. C'est un film, je pense, culte, qui a eu son statut de culte, qui sort d'ailleurs très tôt, hein, il sort pas en 2010-2011. Si, il ouvre le siècle, hein. C'est non, pas du coup non, mais je veux dire, Facebook, je sais plus en quelle année c'est créé, 2007 ou 2008, je sais pas, bref, le film sort en 2010, et c'est incroyable comment c'était ce film est sorti dans l'actualité de la chose, et c'est un côté visionnaire dans l'écriture de ce film et dans sa réalisation qui est véritablement incroyable. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir The Social Network. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais vraiment revoyez-le, et moi c'est ce que je vais faire. Et puis il est déjà considéré comme un des films les plus appréciés, les plus cultes. Il est dans la plupart des listes des meilleurs films qu'on pourra trouver. À ce point-là, ok, d'accord. Ouais, vraiment, okay. Il a un statut très culte, très vite. Hein. C'est mérité. Il faut aller le voir, il est incroyable. Et toi, Maxime, est-ce que tu nous as trouvé une petite recommandation en rapport avec Oppenheimer ? Moi, je savais pas trop quoi recommander après avoir sorti d'Oppenheimer. J'avoue, j'ai cherché un peu dans les biopics ou dans les histoires, et je me suis un peu demandé, voilà, qu'est-ce qui m'avait profondément plu à la base, moi, dans Oppenheimer. Et je pense que c'est un peu ce rapport au poids et à la culpabilité des personnages. Au point un petit peu que, et c'est là le truc qui m'a le plus touché dans Oppenheimer, c'était comment ce mec peut arriver à vivre et à supporter le poids de l'existence, sachant que t'as fait quelque chose d'absolument profondément immoral.
Et c'est ce truc-là qui m'a un peu parlé. Et en contemplant ma bibliothèque de DVD, je suis retombé sur un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lord of War, réalisé par Andrew Nichols avec Nicolas Cage. Where there's a will, there's a weapon. You know, they call me the Lord of War, but perhaps it is you. It's Warlord. Thank you, but I prefer it my way. Is this how you want to be remembered? I don't want to be remembered at all. Lord of War, c'est un film du coup sorti pareil dans les alentours de 2010, qui a été d'ailleurs un des meilleurs rôles de Cage peut-être. Bon, je m'aventurerai pas jusque là parce que le mec a une carrière tellement fournie que c'est assez énorme, mais ça raconte l'histoire d'un trafiquant d'armes, à l'échelle internationale qui, comme vous le doutez, va trafiquer des armes. Et on va suivre un peu son parcours de différents commerces qu'il a, de les flics, Ethan Hawke qui le poursuit et pour essayer de le traîner en justice, et comment en fait il va un peu s'en sortir à chaque fois. Et le film est extrêmement dépressif sur la vie que peut amener justement le fait de trafiquant d'armes, mais surtout pareil extrêmement nihiliste et fataliste, un peu à l'image justement de ce qui m'avait plu dans Oppenheimer, comment ce personnage-là vit avec le poids de milliers de morts sur la conscience, et en même temps être tout à fait conscient que quelqu'un d'autre le fera à sa place, que de toute façon c'est pas lui qui tire les rênes, il n'est qu'un outil au milieu de toute cette machination. Et donc c'est bien à partir de son point de vue à lui, de cet engrenage qu'il représente, qu'on développe vraiment à des questionnements qui sont problématiques, qui sont pas évoqués, et que ce film est là pour ça, autour mais de la place de l'armement et de l'arme et des commerces d'armes qu'il peut y avoir entre les différents pays, et à quel point tu sors dans ce film-là, il remet en question perpétuellement la place évidemment de gentils et de méchants à tout instant du film, et c'est ça qu'il le fait extrêmement bien, parce qu'il le fait avec des choses concrètes. Parce qu'évidemment le film est très très inspiré du réel, vous vous en douterez, et rien que par but informatif, je trouve que le film mérite vraiment d'être vu, pour voir déjà à quel point c'est la merde, mais surtout de voir à quel point la guerre est un commerce. La guerre est un système économique qui fait partie du commerce mondial, et qui en fait est peut-être l'un des plus moteurs et de ceux qui ramènent le plus justement d'échanges entre les différents pays. Enfin, je vais pas vous faire un cours de géopolitique, mais le film vous fera un bien meilleur cours de géopolitique que je pourrais le faire, tout en étant extrêmement drôle, extrêmement dynamique. Vous aurez peut-être envie de vous tirer une balle à la fin, mais après tout, Oppenheimer aussi. Donc, au point où on est, allons au bout du projet. Il y a aussi quelques fulgurances de mise en scène dans ce film. Je pense à un plan en particulier que vous avez peut-être vu, parce que le plan est assez célèbre, où justement on va suivre le trajet d'une balle depuis le moment où elle est créée jusqu'au moment où elle va être tirée du pistolet et envoyer une propulsion à la tête de quelqu'un. Et justement, t'as un plan FPS, on pourrait dire, de la balle qui va suivre, une sorte de plan subjectif où t'as la balle qui est juste au premier plan comme ça, et qui reste comme si c'était une caméra accrochée à la balle. Ouais, d'accord. Et le plan est absolument merveilleux. Et il y a pas mal de plans comme ça justement qui viennent vraiment te foutre. En fait, c'est peut-être ça qui fout le plus le cafard, c'est vraiment la démesure du nombre de morts qui va arriver dans le film. J'en dis pas plus, je veux juste te dire que voilà, si le thème de la guerre et du poids des culpabilités, tout ça, vous intéresse, et du poids justement de mais qu'est-ce qu'on a foutu sur cette terre, on nous dit. Et ben ça, c'est des questions qui nous intéressent, je vous conseille fortement Lord of War. Très fortement. Je trouve que tu l'as super bien vendu, ne l'ayant jamais vu, je vais essayer pour une fois de me tenir à cet emploi du temps de recommandation que je n'ai pas vu, que je dois voir. Mais ok, je vais te prendre le DVD là, carrément. Hein, bah ouais. On va mettre ça. Acheté à Easy Cash en 2018. Putain. C'est beau. Ça marche encore, hein. Putain, 99 centimes. Et ben merci à toi, Maxime. Du coup, on va pouvoir clôturer cet épisode qui était bien plus long qu'on aurait pu le penser à chaque fois deux. À chaque fois, c'est pareil. On verra si c'est pareil pour Barbie. On verra ça dans quelques minutes. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais aussi remercier Khalid qui nous a passé le matériel là parce qu'on n'avait pas accès à notre studio habituel, qui nous a passé son matériel son micro, son enregistreur et ses casques. Et ça nous a beaucoup aidé. Merci beaucoup, Khalid. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime, de nous avoir logé chez toi pour l'enregistrement de cette émission. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. On se retrouve tout de suite. Merci beaucoup, Axel.
Merci à toi. Merci. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.